Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro, où cette semaine je suis avec Croissant. Bonjour Croissant. Hello. Et cette semaine, on va parler de Victor, du nouveau gardien qui est sorti avec Heavy Hitters, qui, comme on en a déjà parlé, euh, nous intéresse. Enfin, m'intéresse un petit peu moins personnellement que Croissant, mais surtout semble intéressant de manière générale. Visiblement, on peut faire des trucs un peu marrants. Il y a une carte, c'est un codex, mais en fait, c'est pas un codex. Enfin, Croissant va vous en parler, il va essayer de vous vendre le héros, comme il va me le vendre à moi. Et voilà. En attendant, comment s'est passée ta semaine sur Fab, Croissant? Écoute, bah attends, c'est pas cette semaine-là qu'on a fait les AP? J'ai déjà parlé des AP ou pas? Bah, c'est la semaine dernière, frérot. Ouais. Du coup, on l'a déjà Ouais, raconté? je Ok. crois. Enfin, Oui, alors, oui, si, en fait, si, on l'a déjà raconté puisque on en- c'était dans l'épisode où on a fait la review. alors, je crois qu'on en a parlé sans en parler, dans le sens où, dans l'épisode précédent, qui était la review de Heavy Hitters, d'ailleurs, allez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait, euh, on est passé rapidement sur nos AP, mais enfin rapidement, sans que ce soit rapide. Genre, on en a parlé, mais on sait Ouais, pas, enfin, du genre, coup, c'était il y a 2 semaines, analysé quoi. dessus. Je sais pas. Bon, Donc, frérot, si, tu si, me si, perds, tu me perds dans le si, non, temps. mais si, si, si. Donc, cette semaine, malheureusement, j'ai pas pu faire Ucro. C'est pas grave, parce que je sais pas ce que j'aurais joué vu qu'Eviteur, c'était pas encore sorti. Du coup, j'ai joué en Blitz. Alors, j'ai joué en Blitz jeudi à Play-in. Je voulais jouer un truc marrant. Donc, dans mon sac, j'avais prévu toute ma journée et tout. Genre, dans mon sac, j'avais plein de trucs pour build soit Datadold, soit un marchand, soit, je sais plus c'était quoi la dernière option, mais c'était un autre truc marrant. Ce genre de truc marrant, en effet. Le problème, c'est que mon passage à Uchronies avant pour acheter, ouvrir du Grand Archive, discuter avec Thomas du jeu et tout, a été plus long que prévu. Du coup, je suis arrivé genre 10 minutes avant l'armory et j'étais en mode Where deck. Et du coup, j'ai pris le seul truc qui était mis dans mon sac, à savoir Prisme, nouvelle du nom. Euh, Première round, je joue contre un joueur qui est, je suppose, parce que je crois que ça fait pas souvent que je le vois, donc plutôt nouveau joueur, et qui avait un deck Usuri, qui était plutôt budget dans le main deck, mais qui avait quand même les équipements, genre les Black Tech, les flics et tout. Bah, en gros, euh, alors, je perds la game. Je perds la game parce que, my bad, je n'ai pas tourné autour d'une carte qui avait toutes les raisons de se trouver là, puisqu'on parle de Humble, carte de Limité Outsiders, qui dit lorsque ça touche, votre héros n'a Carte plus de de plus texte. d'une. Non, non, c'est pas les cartes n'ont plus de nom, c'est votre héros n'a C'est plus de Amnesia. texte. Après, Amnesia, ça t'aurait mis dans la sauce aussi, hein, parce que Amnesia, ça Ouais, dit tes Héraldes, c'est plus des Héraldes. mais Amnesia, je peux m'y attendre un tout petit peu, tu vois. Hmm. Là, du coup, j'étais en mode, bah, ok, donc là, je Yes. viens de pas bloquer pour garder une main double Hérald. Je fais aucun Figment dessus alors que les deux touchent. Hmm. Voilà. Et du coup, il m'a Gucci, gratté Gucci. petit à petit, genre, c'était compliqué après. Ok. Euh, Deuxième, contre quoi je joue? J'ai joué contre un Boltin qui m'a battu, c'était Adrien. J'ai joué en dernière round, puisqu'il y avait 5 rounds, puisqu'on était genre 20, ou 22, je sais plus. J'ai joué contre Wow. Damien qui jouait un Faille Royal, qui m'a battu. Et mes deux wins, je sais plus contre quoi c'était. Bref, la soirée était genre pas incroyable. J'ai pas pris beaucoup de fun. Les games étaient pas ultra intéressantes. Euh, et Est-ce qu'il y avait pas un truc aussi, c'est que comme tu as joué un deck que tu avais genre pas vraiment prévu de jouer, ouais, il y la avait un liste peu ce était truc pas à genre, jour et ouais, tout. La liste était t'as pas à pas jour. monté Genre, le j'ai eu des deck. match-ups bizarres. Enfin, c'était. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, bon, moi, j'ai vu les copains, tu vois. Et puis, j'ai joué un peu à Flèche parce que genre, j'avais pas fait la veille à Ucro, mais pas incroyable. Et voilà, c'est un peu Ok. tout pour ma semaine. Et toi, du coup, Hugo?
Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire Uchronie, du coup et Le j'ai même eu la chanceux. chance, moi aussi, avant Heavy Hitters, j'étais en mode: «Bon, je dors», mais j'avais quand même pris dans mon sac Prism avec sa nouvelle arme et Dorinthea, Decimator et mes adversaires, comme c'est tous des crèmes, ils étaient d'accord pour que je joue à la Luminaris avec, la nouvelle Luminaris là, avec Prism. Du coup, bah, en fait, j'ai joué du Heavy Hitters avant Heavy Hitters et du coup, c'est très bien, c'était très amusant. Je me suis beaucoup amusé, le deck est trop cool. Heu Ce qui était très marrant en plus, c'est que en fait, Prism, elle a enfin moi je la connais parce que je jouais à l'époque où elle était légale. Donc je connais les cartes, je les connais par cœur, je sais à quel point c'est un enfer les Herald, surtout quand tu peux pas les pop. La value que ça fait avec les auras, machin et tout. Mais j'ai affronté des gens qui ne connaissaient pas Prism, enfin qui connaissaient pas vraiment les cartes et qui du coup ont lu les cartes. Et bah vraiment, enfin je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui a plus de saveur que d'énumérer les on-hits et les effets d'un Herald of Mmh. Érudition sous Luminaris en fait. Genre vraiment c'est ah! C'est trop bien. Ouais, il s'en passe des Voilà. choses. Ah vraiment quand tu fais Herald of Érudition, alors 5 Dominate, Go Again, On It. Va dans ma soul, ma prochaine capa de héros est gratuite. Comme ça va dans ma soul, je vais chercher un Figment que je peux retourner gratuitement parce qu'il va dans ma soul. Et je pioche 2 cartes. Et ça a Go Again et Dominate. Formidable, j'adore. Ça fait beaucoup. Hem, j'ai fait 2-2 du coup. J'ai gagné contre un ninja, contre la régie, qui nous écoute, parce que je lui ai fait une sortie, scandaleuse. Genre, de toute façon, il y a que comme ça que je gagne contre les ninjas, donc je l'ai bourré comme jamais, je slamais mes anges et il était en mode: «J'essaie de me dépatouiller». J'étais en mode: «Ouais, vas-y, vas-y, fais-moi 10, tiens, hop, je te mets 15». Voilà, c'était marrant parce que pour une fois que c'était moi le deck aggro. Et j'ai perdu Mmh. contre un autre ninja, j'ai perdu contre un autre ninja encore et vraiment beaucoup de ninjas à Paris, en fait, c'est infernal. C'est pour ça que je joue plus de Romaï, je crois. Et j'ai gagné contre Dorinthea. Alors, bah, de toute façon contre Dorinthea, c'était Damien, bah, c'est vrai qu'il a pas vraiment joué au jeu. C'est-à-dire que je pense que mon écran d'ordinateur quand je joue tout seul a plus d'interaction que Damien pendant ses parties. Non, mais Damien, il Parce casse que les couilles, genre, malheureusement il refuse de malheureux jouer, c'est genre non, mais il a joué en fait, il connaissait son plan de jeu, mais juste genre, je crois que son plan de jeu était juste incapable de battre Prism comme, je l'ai joué OK. et voilà. Et puis, non, mais en vrai, c'est très cool. J'ai vu à quel point, j'aime bien Anne Prism. Je pense que ça va être le deck que je vais jouer, au Road to Nationals parce que, c'est pas prise de tête, je connais déjà le deck, le personnage, ses cartes, ses mécaniques. J'ai encore quelques trucs à apprendre, mais ça reste un illusionniste, donc voilà. Donc maintenant, bah, faut que j'ajuste la liste pour qu'elle me convienne, pour qu'elle soit la plus adaptée Et possible. sur ce, c'était du coup la dernière de tour 0 puisque nous allons nous faire strike, directement par LSS à cause des propos Jamais, de PDPU qui joue des cartes, jamais. non sorties avant qu'elles soient sorties. Heu, non, blague à part, j'ai oublié un truc dans ma semaine aussi. Il y a eu la première semaine de la ligue, C'est interboutique vrai ça? et j'ai été l'arbitre sur une des rencontres. C'est grave bien passé et tout, les joueurs étaient trop cool. J'ai passé un grave bon moment, c'était chill et tout. Donc j'espère que les 6 équipes, qui sont, dans la compétition, kiffent aussi les rencontres et tout, même si je sais que Uchronise, la team Uchronise malheureusement a dû prendre une défaite un petit peu amère, il y a 2 Ah moi jours j'ai parce moi j'ai vu des que messages j'ai vu des messages et j'ai il vu s'est un: passé des choses. «J'ai oublié mon deck, je peux pas jouer ce Ouais, soir». non, mais Ah! bref, d'ailleurs, je sais pas si ce sera dès cette semaine, donc sorti lorsque vous écouterez ce podcast ou si ça sort dans les prochains jours, mais on va essayer avec, les gens de l'équipe qui ont envie de commenter les 2 parties, de cette rencontre-là qui ont été enregistrées par, Night Crash. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, Night, est-ce que tu peux me redire rapidement dans l'oreillette, s'il te plaît, les match-up? Je sais qu'on a une game avec Katsu et une game avec Azalea du côté du Gros. C'était les 2 seuls joueurs qui ont pu jouer la rencontre malheureusement. Et OK, donc on avait Katsu Uzuri pour une des 2 games et Azalea contre Dorinthea
pour une des deux autres games. Et si je ne dis pas de bêtises, en plus, Dorinthea qui était joué par Smilou, qui avait lâché sa dash pour l'occasion, et qui est quand même vice-champion de France, hein, donc pas n'importe qui. Donc ça devrait nous proposer quand même du plutôt beau jeu et un niveau de jeu plutôt sympathique. Donc ça devrait être intéressant. Moi en plus, Knight, enfin, je sais pas à quel point il regardait les games pendant qu'il enregistrait, mais moi je les ai pas du tout vus parce que je bossais. Donc moi je découvrirai au fur et à mesure et tout. Alors je me suis fait spoil qu'un des deux résultats. Donc en plus l'autre j'ai même pas le résultat. Donc ça devrait être assez sympa. Et du coup voilà, ça devrait sortir dans les prochains jours. Et du Stylé. coup, là, on est en pause pour la semaine prochaine parce qu'il y a le Calling Liverpool et qu'on sait il y a plusieurs personnes en France qui étaient susceptibles d'y aller. Donc, on voulait pas que ce soit, enfin, on voulait pas prendre le risque que ça empêche trop d'équipes de jouer leur rencontre. Et du coup, dès la semaine prochaine, on reprend avec la round 2 où du coup, on aura deux des trois équipes à 1-0 qui joueront contre. Pardon. La dernière qui sera du coup sous-appareillée et pareil pour les équipes à 0. Voilà, donc ça devrait être sympa. J'avoue. En tout cas, ça avait l'air stylé. J'ai suivi de loin, j'ai fait eh B. Voilà. Donc la prochaine fois, si la ligue s'organise de nouveau, n'hésitez pas à ennuyer vos magasins pour qu'ils s'inscrivent, pour qu'il y ait plus de gens, que ça fasse Yes. plus d'organisation. Mais, mais du coup, est-ce qu'on parlerait pas du gardien maintenant? Bah, je De pense, hein. Victor Goldman qui est hautain, parce que vraiment sa traduction The française, Smug Bastard. juste genre hautain, exceptionnel. Alors du coup, je te propose, je lis le héros, comme Vas-y. ça, j'explique à peu près ce qu'il fait. Enfin, je donne ses caractéristiques principales et ensuite, on pourra détailler les mécaniques et ce que ça implique. Donc, Victor Goldman, en anglais Iron Mighty, en français hautain, est un héros gardien qui a 4 d'intellect et 40 points de vie, des caractéristiques standards pour la majorité des héros du jeu pour le moment, et qui dit: «La première fois chaque tour que vous créez un jeton gold par un effet que vous contrôlez, piochez une carte, et aussi, la première fois chaque tour que vous devriez ne pas gagner un clash, à la place, vous pouvez détruire un gold que vous contrôlez, et si vous le faites, vous mettez une des cartes révélées en dessous de la bibliothèque de son propriétaire, puis vous clashez de nouveau.» Voilà. Alors c'est pas le texte exact sur la version française de la carte, mais bon, c'est une traduction, voilà, Qui traduction à la fonctionne. lecture. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le héros? Bloc. Qu'est-ce qu'on fait avec le héros? Bah, du coup, alors pour moi, il y a 2 raisons, enfin, non, il y a 3 raisons de le jouer, heu et 3 raisons qui font que je m'y suis intéressé. Le premier c'est que, bah, un peu à l'instar de Betsy et potentiellement des guerriers aussi dans le set, il part avec une avance sur d'autres classes puisque le pool de cartes gardiens est très strong. Il y a des très bonnes choses dedans, alors certaines qui sont des spécialisations comme Crippling Crush et Starstruck, mais il y a des très bons équipements, la classe bloque bien, toutes les cartes dans le main deck ou presque bloquent 3, il y a des effets disruptifs, donc le la, en fait, le héros quand il est spoilé, on se dit, bah, déjà il part avec un avantage qui est que les cartes gardiens sont, mid-tier à minima sur une tier list, entre guillemets, et du coup, il part avec un seuil qui est déjà intéressant et qui, en fait, qui justifie qu'on s'intéresse à un peu plus en détail à ce qu'il fait. Hem, la deuxième raison, c'est qu'il a, théoriquement, des maths en termes purement de valeur numérique qui sont très hautes puisque toutes ces cartes, comme on a dit, bloquent 3, certaines même, on va le voir dans la liste, bloquent 4 et que lorsqu'il va gagner ses clashs, de temps en temps dans la partie, il va en fait clasher pour un gold avec des cartes qui bloquent, notamment Test de force et Trounce, dont je n'ai pas la traduction en français. Et s'il gagne ses clashs, comme il va générer un gold, grâce à sa première ligne d'effet, il va piocher une carte. Carte qui peut servir offensivement ou qui peut servir défensivement, mais qui aura toujours en moyenne 3 voire 4 de valeur. Ce qui fait que tous les tours en fait où le héros va générer un gold, il va avoir
une carte en plus en termes de valeur numérique, sachant que le reste de son deck est déjà plutôt bon pour faire une valeur très correcte au tour par tour. Donc ça, c'est un peu l'aspect pourquoi jouer ça d'un point de vue entre guillemets compétitif. Pourquoi jouer ça plus que Bravo et pourquoi s'intéresser à Victor plus qu'à Bravo? Je pense que les deux héros sont différents. Je pense que les deux ont leurs forces et leurs faiblesses. Bravo est meilleur pour disrupt et pour forcer des dégâts avec le dominate et avec ses spécialisations qui sont incroyables pour ça. Victor est meilleur de mon point de vue, hein, dans sa consistance et dans sa value numérique au tour par tour. Donc si vous cherchez quelque chose de plus stable, de plus juste, enfin, de meilleur au tour par tour, de plus consistant, Victor va être un meilleur choix. Si vous avez une méta dans laquelle la disrupt ou dans laquelle passer des points avec le dominate est plus pertinent, Bravo va probablement rester l'option supérieure. Je pense que les deux ont une place dans la méta. Je pense que les deux ont overall quand même des playstyles qui se ressemblent beaucoup. On bloque et on envoie des grosses patates quand c'est pertinent de le faire. L'un en cherchant à trade sur les nombres, l'autre en cherchant à trade sur la disruption. Donc Victor en faisant des plus gros chiffres que l'adversaire, Bravo en faisant des plus gros chiffres que l'adversaire parce qu'il réduit les chiffres de l'adversaire. Parce que quand tu prends un Starstruck et que tu joues pas de ton tour, bah forcément ta value elle est moins haute. Mmh. Et donc c'est un peu ça les fondations du héros de mon point de vue. Dernière chose qui pour moi est hyper intéressante et qui est vraiment la chose qui fait moi personnellement que je m'y intéresse et qui me donne vraiment envie de le jouer, plus qu'un Bravo, c'est que, alors Gardien historiquement, on l'a dit, hein, avec Bravo, avec Oldhim et tout ça, ça a toujours été des decks qui, enfin une classe qui bloque bien, qui a des blocs 3, etc. Maintenant, avec Victor, on retrouve un peu ce qu'on avait avec Oldhim, qui est que comment vous bloquer a de l'importance. Dans le sens où, alors c'est tout le temps le cas parce que c'est évidemment le cas en termes de faut bloquer des breakpoints, de ok, qu'est-ce qu'on. Enfin, tu vois, si on veut bloquer que avec 2 cartes, où est-ce qu'on les met dans le tour, etc. Mais là, Comment on utilise nos tu équipements et pioches tout ça. pendant le tour adverse, donc Mais là, tu vas des fois effectivement piocher pendant le tour adverse, ce qui va potentiellement changer tes lignes de bloc. Et surtout, par rapport au timing de quand tu clashes, quand est-ce que tu mets un bloc, quand est-ce que tu gardes des cartes pour jouer, etc., c'est probablement encore plus important que dans d'autres decks de mettre les cartes dans le bon ordre quand tu bloques. Et tu vas, comme tu dis, Pilipi, en fait, comme tu vas piocher des fois pendant le tour adverse, tu vas avoir de l'interaction et des choix à faire plus que juste poser une carte pendant le tour adverse. Et en fait, tu vas vraiment jouer sur les 2 tours. Et la façon dont tu bloques et l'optimisation que tu mets sur tes blocs va être une part indispensable de la force de ton gameplay et de ton héros. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Parce que c'est un peu unique à ce héros-là. Ça ça va l'était falloir avec Oldhim, que tu mais, mais va c'est un falloir peu que tu unique à ce détailles à héros-là. quel point il y a effectivement ce truc de réflexion du moment où tu bloques. Parce que en dehors des quelques cartes qui génèrent un gold quand tu bloques avec, heu, c'est plus c'est assez linéaire comme bloc. Enfin, Bah, en fait, tu fais des cartes, tu bloques au bon moment et puis voilà quoi. comme tous les decks, tu dois bloquer au bon moment, mais disons que, à part dans des rares cas, avec notamment 3 cartes que je vais détailler après et sous certaines, enfin avec un certain contexte, la value que tu vas générer va venir des blocs que tu fais principalement, de ta ou tes cartes qui bloquent 4, notamment Test of Strength, et de comment tu utilises et comment tu rentabilises la carte que tu pioches lorsque tu pioches une carte. Euh, OK, OK. Ce qui fait qu'en fait, tu vas avoir des choix de facto supplémentaires que juste où est-ce que je pose mes cartes pour bloquer pendant le tour adverse. Euh, Très bien. Donc ça, c'est la fondation un peu du héros et ce qu'il veut faire et pourquoi on a envie de le jouer, en tout cas de mon point de vue. Euh, la deuxième chose, qui est pas forcément très présente dans cette liste-là, mais qui peut le devenir, parce que en gros, cette liste-là, donc que je vais vous présenter, c'est une liste très jour 1, on va dire, qui est très ok, on est good stuff, ok, c'est ça les cartes qu'on a l'air d'avoir envie d'avoir.
dans le sideboard, c'est ça les cartes qu'il nous faut pour gérer X ou Y match-up. Maintenant, je suis totalement ouvert au questionnement de certaines cartes dans la liste, à l'évolution de la liste. Il y a pas mal de cartes qui pourraient totalement rentrer dedans, dont je parlerai, heu, un peu plus tard. Mais on a un grand nombre de cartes qui, pour moi, sont un petit peu «fixes» entre guillemets dans ce en tout cas dans ce que veut faire le héros dans la première approche que les gens ont, sur, sur ce début de sortie. C'est déjà une grande partie du pool de bleus, puisqu'en fait, comme on va clasher pendant la partie, on veut que nos bleus soient des attaques et les attaques les plus hautes possibles. Donc on retrouve toutes les attaques à 4 pour 6 en bleu, Chokeslam, Debilitate, Buckling Blow, ce genre de choses. Toutes celles qui ont plus que 6 d'attaque parce qu'elles sont premium, donc comme les Macho Grande, les Disable, les Cranial Crush et ce genre de choses. On retrouve également les 2 nouvelles qui, lorsqu'on gagne un clash en les révélant, ont un effet supplémentaire un peu sympa qui augmente notre value. Et on a également les Clash of Might et Clash of Vigor, qui sont une manière supplémentaire de clash pour générer de la value lorsqu'on défend avec. C'est des bleus qui bloquent 3 et qui ont juste l'upside dans les match-ups où c'est relevant de pouvoir clasher et où on va gagner nos clashs, d'avoir un upside intéressant. Par Surtout contre, le c'est Clash of marrant quand même. Vigor. Clash of Vigor et Clash of Might, heureusement qu'il y a marqué Clash dessus, parce qu'en dehors de ça, elles ont absolument pas les Ouais, stats ouais, qu'il faut pour être tu jouées ne dans le deck. voudrais Genre, pas les jouer. elles ont 4 de patates, c'est pas assez. Elles coûtent 2, ça Ouais. active pas à Notos. Genre, y Je a rien qui va. je me pose Mais même la question c'est clutch. de sortir Clash of Might de la liste, parce que le Might est Parce que beaucoup le moins Might est relevant moins que le bien. Ouais, Vigor bien sûr. pour, ce que veut faire la liste. Ouais, bien sûr. Avant juste de passer aux principales cartes rouges de la liste et à pourquoi le Vigor est plus intéressant que le Might, 2 choses. La première, un petit rappel sur le clash. Lorsque vous clashez, du coup, vous révélez, vous et votre adversaire, la carte du dessus de votre deck. À part si c'est indiqué qu'elle va en dessous, la carte reste au-dessus. Vous la retournez face verso, mais du coup, vous connaissez chacun le top deck de l'autre. Et vous regardez quelle carte a la valeur d'attaque la plus haute. Dans le cas où les 2 cartes ont une valeur d'attaque, si à égalité, personne ne gagne le clash. Si votre adversaire a la plus haute, il gagne. Si vous avez la plus haute, vous gagnez. Jusque-là, logique. Dans le cas où les 2 n'ont pas de valeur d'attaque, vous révélez par exemple un bloc ou une défense réaction, votre adversaire aussi, ou une non-attack action. Égalité, pareil. Dans le cas où vous ou votre adversaire révélez une carte avec une puissance d'attaque et l'autre non, c'est évidemment la carte avec la puissance d'attaque qui gagne. Et dernier cas, notamment pour Rouse the Ancient qu'on a en sideboard qui est pertinent, si votre adversaire révèle une non-attack action et que vous révélez Rouse the Ancient, la valeur de 0 l'emporte sur le fait de ne pas avoir de valeur, puisque une valeur de 0 est plus grande entre guillemets que l'absence de valeur. Et dans ces Ah cas-là, ouais? c'est vous qui gagnez le clash avec Rouse. Ah ouais? Euh, Ouais, Rouse contre Wildfire, c'est Rouse qui gagne. C'est dans les Euh, releases ça? Enfin, je oui, c'est crois, dans hein, les, mais c'est dans les ça veut releases dire? et en fait, c'est parce que l'absence de valeur numérique perd forcément contre la présence d'une valeur numérique. C'est Par marrant parce que contre, ça veut dire House que perd contre ça veut n'importe dire quelle attaque à 1. oui. Mais ça veut dire que pas de valeur, c'est -1 et pas 0 du coup. Et Tu peux lire ça comme ça? Ah, en quelque sorte, ouais, en quelque sorte. c'est vrai que Hem, -1 et -1, ça fait une égalité, mais dès que tu as un 0, bah, -1 perd. c'est ça. Et beh, c'est en fait, Hem, c'est logique et illogique en même temps. oui, je suis Genre, totalement d'accord. c'est cohérent en termes de flavor parce que, bah, une Ouais, attaque va forcément gagner parce qu'elle a c'est vocation à ça, être plus offensive, c'est ça. même si sa valeur elle est égale à 0. Mais en même temps, bah, c'est pas logique qu'elle gagne non plus, genre, Ouais, comment elle dire? a C'est à 0 moitié et elle 0 sa gagne. valeur du coup? Ça devrait faire égalité du coup, je suis d'accord, mais du coup, c'est pour ça que OK. je me permets le petit Je rappel. saurais. Je saurais et je pourrais l'apprendre à mes adversaires gardiens qui le sauront pas là. Let's go. La deuxième chose, du coup, donc je vais faire juste un petit rappel des cartes qu'on a dans le main deck ou dans le sideboard qui clashent. Alors en dehors du marteau dont on reviendra dessus, mais les cartes qui clashent lorsqu'on défend avec. On a 2 blocs qui sont donc Test de force et Trounce, et on a les 2 clash off, donc Vigor et Might dont on a parlé dans les bleus juste avant.
Clash of Might, comme je l'ai dit, elle va probablement disparaître de la liste. Je pense pas qu'elle soit très relevant. Clash of Vigor, Test of Strength et Trounce sont probablement les meilleurs. Avec en quatrième, mais c'est beaucoup plus dur à rentrer en termes de place, Test de Vigueur, qui est donc un bloc gardien qui bloque à 4, comme Test of Strength, que vous voyez à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Mais qui, du coup, dans le cas de Test de Vigor, clash pour un Vigor token, évidemment. Test de force, donc c'est un bloc générique qui est rouge, qui bloque 4. Pourquoi c'est bien? Parce que ça bloque des breakpoints et parce que ça clash pour un gold. Si on gagne, du coup, on pioche une carte en plus de générer un gold, ce qui donne une valeur de minimum 7 a priori à notre carte, ce qui est insane. Si on perd, souvent les héros adverses ont moins de valeur d'un gold que nous, et donc c'est pas forcément très grave, tu vois, de perdre contre un Caillou ou quelque chose comme ça, par exemple, c'est pas le plus problématique en général. Euh, et la plupart du temps, les héros qui pourraient mieux utiliser le gold que nous, c'est des héros comme Kassai, par exemple. Mais c'est des héros Tous ces qui clashs. vont perdre les clashs contre notre deck. À moins qu'il se passe des choses, mais on peut en relancer un par tour grâce à notre héros power tant qu'on a un Mmh. gold en rotation. Euh, pourquoi donc ça c'est pourquoi la carte est super forte, pourquoi la carte est pas super forte et que le héros est pas crack broken, parce que Parce qu'elle-même c'est pas perd un bleu. clash. C'est pas bleu, ça ne peut pas Arsenal, ça ne peut pas s'Arsenal, pardon, parce que c'est un bloc, donc c'est une carte qui est nulle lorsque vous avez la tempo et que vous la piochez. Et elle perd elle-même les blocs quand vous la révélez sur les clashs, pardon, quand vous la révélez sur le dessus du deck, donc vous voulez pas en mettre trop. C'est pour ça qu'actuellement, le test de vigueur n'est pas dans la liste, même si la carte est, selon moi, très intéressante et potentiellement très pertinente. Ensuite, du coup, on a Clash of Vigor qui, en gros, dit la même chose, hein, c'est un bloc 3 bleu, comme on l'a dit, qui, quand on défend avec, clash pour un Vigor. C'est très sympa. Et enfin, on a la Le carte codex. qui, à Le mon sens, codex. justifie presque à elle toute seule de jouer le deck, de mon point de vue. Enfin, de jouer le héros, pardon. De mon point de vue, c'est Trounce. Trounce, c'est un bloc de gardien qui bloque à 3 seulement, pas à 4, heureusement. Ouais, C'est le déjà très bloc fort. 4 se serait énervé, hein. Trounce, ça va demander de clasher 2 fois. Donc on va clasher une première fois avec le héros attaquant. On va mettre les cartes révélées en dessous des decks. Et on va clasher de nouveau. Si un héros gagne les 2 clashs, ils font un gold, un might et un vigor token. Ce qui, du coup, de notre côté, nous fait en plus piocher une carte et donc a une valeur qui est extrêmement haute. Donc, à savoir que par rapport à ça, du coup, pourquoi la carte est exceptionnelle? Parce que quand on gagne les 2 clashs, donc contre des decks contre lesquels on va souvent gagner, comme Ninja ou Warrior par exemple, la valeur de la carte est insane parce que c'est 3 de défense, plus un might, plus un vigor. Et encore une fois, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais on va voir à quel point les vigors peuvent augmenter la valeur de nos cartes de manière insane. Might, c'est un plus 1. Et la carte qu'on pioche peut être soit jouée, soit pitchée, soit défendre avec dans le même tour. Et en général, comme on a dit, ce sera minimum 3 de valeur. Donc on est au minimum sur quelque chose qui représente entre 7 et 8 points, sachant que le Vigor, dans le deck, très souvent, il vaudra une carte entière. Donc à ce moment-là, on se rapproche de 10 points de valeur juste avec la carte. En fait, heureusement que la carte te demande de gagner 2 clashs, quoi. Bien sûr. Par contre, du coup, ça fait aussi, selon moi, sa force quelque part, puisque contre des héros comme Kaio, comme ce genre de choses, où on peut plus facilement perdre des clashs, le fait que pour avoir les tokens qui sont très bons pour lui aussi, il faut qu'il gagne 2 clashs d'affilée, en sachant qu'on peut en refaire un, potentiellement, ça a l'air... Enfin, sur le papier, ça a l'air compliqué de perdre les 2 clashs avec Trams. Et donc, je pense qu'il y aura très peu de moments et de scénarios où on va donner les tokens à l'adversaire. Et du coup, dans ces cas-là, en fait, bah, la base de la carte, c'est j'ai bloqué 3 comme avec n'importe quelle autre carte de ma main. Mmh. OK. Du coup, ça a l'air très cool. Maintenant, du coup, ouais, Sur le papier, effectivement, il faut quand même beaucoup pour que la carte soit négative. Elle c'est sera ça. toujours genre on rate,
et elle peut être exceptionnelle. Mais ce qui est marrant, C'est c'est que ça. nous, ça doit probablement être une des cartes les moins consistantes du deck. Parce que si on considère que la Oui. force du deck, c'est sa consistance dans la régularité des effets que chacune des cartes produisent, celle-ci, c'est celle qui a le floor le plus basique, puisque c'est Mmh. genre moins bien que le minimum qu'on attend d'une carte gardien, mais qui par contre a le ceiling le plus élevé. Genre, c'est celle qui peut faire le plus de choses, mais Oui, qui je suis peut totalement aussi d'accord. être la plus basique. Et c'est pas grave en fait, parce que c'est la force de la carte aussi de pouvoir faire beaucoup. Ouais. Mais, Et en même temps, mais tu juste vois, je le note comme ça. le Tu floor de vois, la genre Codex, carte si tu vois Codex, ça a un floor beaucoup plus élevé. Genre, en fait, le floor et le ceiling de Codex of Reality, parce que, bah, est très pour les similaire. points, c'est pareil. En fait, c'est à peu près le même, parce qu'en fait, ce que tu Mmh. fais d'excellent avec Codex of Reality, tu aurais pas fait beaucoup moins avec le moins bien de Codex of Reality, donc Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Mais en même temps, tu vois, je te rejoins sur l'argument que, le deck, sa force, c'est d'être consistant et tout ça, mais c'est d'être consistant aussi parce que toutes tes cartes bloquent 3, y compris celle-là quand tu perds, un des 2 clashs. mmh mh. Hem et du coup, je suis d'accord que c'est à la fois pas la carte qui va le plus souvent performer le mieux et correctement, mais en fait, son floor est ce que tu veux des cartes dans ton deck et du coup, Ouais, ça bien la sûr. rend genre très fine. Hem et faut pas oublier aussi que même si tu peux avoir quelques miss dans ton deck, globalement, il y a des héros contre lesquels tu vas tout le temps gagner 2 clashs ou presque. Mmh mh. Tu vois? Surtout avec un rôle, que tu peux faire avec un gold, avec ton hero power. Contre les warriors qui ont pas d'attaque, contre les ninjas qui ont que des attaques, relativement basses, contre les rangers qui ont, plutôt des attaques, à 5 ou moins quand toi tu en as des à 6 ou plus. Tu vois? C'est autant de classes qui, théoriquement, la plupart du temps, vont perdre les clashs contre toi, même Ouais, si c'est tu dois sûr. en faire 2 d'affilée. Donc en fait, Mmh mh. la carte aura très souvent sa valeur maximale. Enfin très souvent. Aura souvent quand tu veux quelle est sa valeur maximale, sa valeur maximale. Hem Bah, et de du toute coup façon, le je dernier suppose que ouais, tu la joues pas dans les match-up où tu n'es pas sûr d'en tirer à sa valeur maximale. bah, je pense Enfin, qu'effectivement, c'est pas une carte qui est dans la liste contre Kaio, tu vois? ouais, mmh. Mais je pense même contre Prism, tu vois? Genre, contre Prism, je pense que tu peux pas jouer Thrones, en fait. Contre Prism, je pense que tu peux pas jouer non plus. Après, il y a beaucoup d'aura, donc je pense que contre Prism, il y a beaucoup de scénarios où juste genre tu perds un des 2 clashs et tu es en mode: «Eh C'est fine». pas grave. Mmh mh. Genre, Ouais. OK. Parce qu'en fait, tu vois, c'est ça, c'est que si tu pars du principe que ton deck veut bloquer, genre Mmh. sur tous les turn cycle, Ouais, tu c'est vas pas grave, bloquer. ça bloque. Mmh. En fait, genre être en mode: «J'ai perdu un clash, j'ai win un clash, j'ai pas la value de la carte, c'est pas grave, j'ai juste bloqué comme avec n'importe laquelle de mes bleus random Mmh mh. qui aurait été à la place», tu vois? Mmh mh. Donc à voir, c'est à tester un petit peu, potentiellement, mais comme contre Prism, tu as probablement besoin d'être un peu plus agressif, si tu veux avoir une chance. Il y a un monde où genre bloquer 3 c'est pas un floor suffisant pour une carte et du coup tu veux voilà. Hem, le dernier aspect de la liste, en tout cas des listes actuelles et des plans de jeu que les Victor ont actuellement, hem, c'est les 4 pour 8, qu'on appelle en réalité du coup maintenant des 3 pour 8, puisque c'est donc notamment Chokeslam et Debilitate, suivi de près par Prime to Fight dont on va parler, juste après. Ces cartes-là, c'est des cartes qui coûtent 4 en rond et qui attaquent pour 8 en rouge et qui ont un effet de crush. Alors, Debilitate, ça dit, -2 d'attaque à la prochaine attaque, de votre adversaire, son prochain tour et Chokeslam, ça dit: «Les attack action cards que votre adversaire contrôle ne peut pas gagner de puissance pendant leur prochaine action phase», si ça crush, hein, dans les 2 cas évidemment. Le crush Des est fois irrelevant, mais la majorité du temps, c'est pas ça le plus genre important. le crush est kinda relevant, mais effectivement, la plupart du temps, l'intérêt, c'est que dès que vous avez généré un Vigor ou que vous avez un Seismic Surge qui est en rotation, ou que vous jouez Tunic et que vous êtes à 3 compteurs sur Tunic, ces cartes-là deviennent des 2 cartes pour 8. Une carte qui pitch et la carte qui est jouée. Et en fait, quand vous faites un turn cycle, alors on va parler évidemment d'un turn cycle optimal de Victor, hein, mais c'est pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on essaye d'achieve, même si des fois c'est un peu moins haut en value que ça, mais de ce que le héros est capable de faire et veut faire. On va avoir un Chokeslam en main, on parle même pas d'un arsenal, on va avoir un Chokeslam en main, 3 cartes en main. On va bloquer avec
une carte, une deuxième. On va bloquer avec un trounce. On va faire un might, faire un vigor, piocher une carte parce qu'on a un gold. On pioche une bleue. Au tour d'après, on va jouer chokeslam en pitchant la bleue et avec la ressource du vigor. Et on va arriver pour 9 en ayant toujours un gold en rotation pour d'autres effets si besoin. Et on va avoir fait 18 de value sur le tour avec 4 cartes. Ce qui est 4 de plus. Alors certes, c'est avec une de nos power cards, entre guillemets, hein, mais ce qui est 4 de plus qu'un tour standard de faille, qui était jusqu'à récemment considéré comme le deck de maths et de consistance de ce point de vue-là, qui était genre constamment à faire 14 minimum et plus avec ses upsides de Heart of War ou des choses comme ça sur ses power turns. Mais une des forces de faille, c'était sa consistance à faire toujours 14 de maths, ce qui était meilleur que les decks précédents qui faisaient 12 ou 13. Et c'est pour ça qu'il a été pendant très longtemps, enfin c'est une des raisons pour laquelle il a été très longtemps considéré comme un des meilleurs decks du format. Là, on est sur un deck qui, si on arrive à gagner nos clashs de manière consistante et à générer ne serait-ce qu'un gold quand on clash, donc avec Test of Strength ou Trounce par exemple, sans même parler de renvoyer une attaque pour un rate très élevé, puisqu'on envoie une attaque dont on a réduit un peu le coût, on serait déjà sur 15 voire 16 juste en bloquant. Ce qui a l'air très strong. Et dans le cas de Prime to Fight, c'est encore plus exacerbé puisque Prime to Fight, c'est une nouvelle carte qui est rouge, qui attaque pour 9, qui coûte 5 et qui dit si au début du tour vous contrôliez un Vigor token ce tour, ça coûte 1 de moins à jouer, et si vous contrôliez un Might token, ça a plus 1. Alors le Might c'est bien, si vous contrôliez un Might, ça fait plus 1 pour le Might et plus 1 de Prime to Fight, ça attaque à 11, c'est cool, c'est sympa. Ce qui est hyper relevant, c'est que si vous contrôliez un Vigor, vous avez maintenant plus une ressource. Le Prime to Fight coûte 1 de moins, il est maintenant à 4. Si vous avez une ressource et que vous pitchez une bleue, ça fait 4. Donc vous pouvez jouer Prime to Fight avec une bleue. Ce qui fait que si au début de votre tour vous aviez un Might et un Vigor, vous faites une 3 pour 11. Ce qui est énervé sa mère, hein. 3 pour 11, c'est enfin genre ça fait genre 5,5 de value par carte. C'est En fait, dans le il y a même pas cas où beaucoup vous de avez bloqué cartes avec... qui font 5,5 à elles toutes seules, quoi. Genre, imaginez vous avez Prime to Fight dans l'arsenal, vous bloquez avec 4 cartes dont un Trounce, vous gagnez vos 2 clashs, vous piochez une bleue, vous faites Prime to Fight pour 11 avec la bleue. Bah, en 5 cartes, vous avez fait 23 de value. Ça a l'air... Good shit, good shit. ça a l'air décent. Et du coup, le but du deck, globalement, ça va être de... Enfin, et l'évolution des listes et la direction que va prendre le deck, selon moi, ça va être de lisser au maximum les ratios pour gagner un maximum de clash et pour pouvoir insérer le plus de cartes qui clashent pour des golds. Donc bon, à l'heure actuelle, il n'y a que Test on Strength et Trounce, donc on peut pas en mettre beaucoup plus. Et potentiellement qui clashent pour des Vigor également. Puisque c'est ces cartes-là qui vont nous aider aussi à faire nos 3 pour 8 au lieu de 4 pour 8 et 3 pour 9 avec Prime to Fight. Et du coup, je pense que quand la liste aura optimisé correctement ces petits ratios-là, le deck va faire de manière consistante des maths qui seront très strong. Et s'il est de manière consistante à faire des maths très strong, le deck est par définition probablement bon et à minima genre intéressant à observer. Du coup, dans cette direction-là, 3 éléments. Le premier, comme j'en ai déjà parlé, Test of Vigor, qui peut être un bloc à ajouter qui bloque à 4 et qui clash pour un Vigor, comme son nom l'indique, parce que ça aide à ce plan de jeu-là. Deuxième élément potentiel, ajouter des Clash of Vigor en jaune et ou rouge, qui du coup, quand on défend avec, clash pour un Vigor. Et pareil, des Wallop, qui sont une carte qui, lorsque vous gagnez un clash en la révélant, génère un Vigor token. Là, on a en bleu dans la liste, c'est une 4 pour 5 en bleu.
c'est une 4 pour 6 et une 4 pour 7 en jaune et rouge respectivement. Ça peut être une option qu'on ajoute aussi. En vrai, la rouge, étant Surtout donné que la qu'avec le rouge Vigor que tu crées, ça devient une 4 c'est pour ça, 7. Bon, finalement, elle s'inscrit dans les patterns que tu veux développer avec le deck, quoi. c'est ça. Donc il y a un monde où c'est intéressant. Alors le problème de ça, c'est que ça enlève soit de la place en sideboard, qui est assez importante pour beaucoup de raisons et beaucoup de match-up, soit ça enlève de la qualité de rouge en main board, ce qui est pas vraiment ce qu'on veut parce qu'à l'heure actuelle, je pense qu'elles sont un peu toutes indispensables ou presque. Soit dernière option, ça enlève des bleus, ce qui pour moi est une piste, potentiellement, puisque je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'être proche des 38 ou 39 bleus, ni même Ouais, peut-être des c'est vrai, 36 ou 33 comme on l'est dans d'autres decks, parce que si on veut de toute façon souvent bloquer avec 2 ou 3 cartes et renvoyer qu'une carte avec une bleue, on peut juste bloquer avec les rouges qu'on a en excédent en main, voire même bloquer avec toute notre main si on a que des mains rouges. Et en fait, contrairement à Bravo qui a besoin pour générer sa value et outvalue l'adversaire de générer de la disruption et de jouer ses cartes, là on peut le faire plus facilement juste en bloquant et en générant un tour sur deux un gold qui va ouais, faire mais qu'on bloque mieux ou qu'on peut arsenal, etc. Donc il y a un monde où c'est avoir plus de rouge et bloquer avec une main full rouge, c'est moins dérangeant pour le deck, surtout si dans ces rouges-là, il y a genre Clash of Vigor, tu vois. surtout que, en réalité, comment dire? Il y a pas mal probablement de séquences de tours où, tu vas arsenal une de ces fameuses, 4 pour 8 là, Ouais. ou équivalent, attendre de créer ton Vigor ou d'avoir ta tunique ou, un Seismic Surge ou que sais-je, Mm. pour genre que ça s'inscrive mieux dans une pattern et où du coup, bah, tu peux bloquer avec 3 cartes, garder la bleue de ta main parce que du coup tu aurais fait tes maths pour en avoir au moins une par main et genre, juste sortir la carte de ton arsenal et ce sera très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Du Donc, coup, c'est une option. moi en vrai, je pense sincèrement qu'il y a un monde où le nombre de bleus du deck va petit à petit dans les listes se réduire. Et Ça me choquerait pas du tout. autre effet cool de rajouter des rouges au deck, c'est que ce seront probablement des cartes qui gagnent beaucoup plus de clash. Oui, y compris Heu, contre Caillou et Prisme, par exemple. typiquement, le Clash of Might rouge me semble presque plus intéressant rouge que bleu. Parce que rouge, il Ouais, gagne le clash, rouge, il est à 4 mais en fait, il tombe à 6. Enfin, ouais, du coup, ouais, ouais. il tombe à 3, ça fait une 3 pour 6, c'est pas exceptionnel, mais ça existe, quoi. Et il peut générer le jeton quand tu bloques avec. Mmh mh. Bon, ne vaut pas Clash of Vigor, indéniablement. C'est-à-dire que si on devait en mettre un rouge l'un avant l'autre, ce sera probablement Clash of Vigor, Ouais, mais, c'est clair. Mais il y a un ça monde. existe, hein. L'autre carte à laquelle je pense potentiellement aussi, c'est le Vigor Wind-Up, enfin le Vigorous Wind-Up, qui est du coup ce cycle-là, de, 3 pour 7 en rouge, 3 pour 6 en jaune, 3 pour 5 en bleu, qui malheureusement bloque 2, c'est pour ça que c'est pas encore dans les listes, je pense, et qui, en instant peut se discard pour générer un token de ce type-là. Pourquoi j'aime bien la carte en théorie dans le deck? Un parce que 5 ça reste OK pour gagner des clashs contre la plupart des classes. 2 parce que ça reste une bleue, qui en plus coûte 3 ou plus, donc qui active le Anotos qu'on a dans le sideboard. Et 3 parce que c'est une bleue qui permet lorsqu'on a la tempo, même partiellement, et qu'on a une main full bleue ou qu'on a, de générer de la value et de faire quelque chose de proactif, même lorsqu'on peut pas utiliser toutes nos cartes pour bloquer. Enfin, quand l'adversaire ne nous attaque pas assez pour qu'on utilise toutes nos cartes pour bloquer, pour générer notre value. En gros, si ça fait sens. Donc bon. Du coup, je déteste pas l'idée de la carte. Le problème, c'est que ça bloque 2 dans un deck qui veut faire une grosse Mais partie de sa value sur le fait de bloquer correctement. Donc, à quel point parce qu'on parle du fait de générer quelques gold. Tu as l'occasion de tester le deck, toi? Pas malheureusement pas encore? encore. OK. J'ai Parce vu que des je gens le me jouer un demande peu, j'ai vu beaucoup de gens en parler, mais j'ai pas je encore moi fait de game. en fait, je me demande combien de gold tu génères par partie, mais aussi, du coup, à quel point tu peux craquer ces gold pendant ton tour. Parce qu'en fait, si tu considères que chaque gold, c'est une espèce de might, bah, en fait, c'est bien aussi, tu vois? Parce que si tu pitches une bleue De pour Vigor, tu veux craquer dire? ton gold et que tu pioches oui, de Vigor, excuse-moi. Si Oui, tu pitches une bleue pour craquer ton gold et que tu pioches une bleue, bah, en fait, tu as net une ressource et du coup, il te suffit de ouais. pitcher ton autre bleu pour être à 4 et donc tu avais pas besoin d'un Vigor parce que tu avais un gold à la place. Alors, les 2 problèmes de ça, entre guillemets, c'est que un ça veut plutôt dire aller dans le sens de
d'ajouter des bleus à la liste et de jouer un plus grand compte de bleus, ce qui est, Oui, comme je l'expliquais, pas forcément la direction que j'aimerais prendre moi, avec le deck. Et deuxièmement, c'est que à part les 2 blocs qu'on joue déjà, Test of Strength et Trounce, les cartes qui génèrent des gold, il y a c'est des Golden trucs qui Sun wager. toi, mais non, il y a Bah, en fait, Golden Sun. ouais, je vais en parler juste après, mais sinon, c'est des trucs qui wager et les trucs qui wager, Mmh. c'est ouais, ça bloque à 2, c'est Sinon pas enfin, tu c'est pas ce peux, que tu as envie de faire avec le deck, je pense. attends, parce que j'ai tapé pendant que tu parlais, une petite recherche là, vite fait sur Fabrari. Crown of Dominion et Imperial Ledger. Hear me out, heu, Bah, le problème, 16 c'est bleus. qu'Imperial Ledger, ça a pas go again. Ouais, tu fais un gold, Non, tu non, mais pioches une c'est carte, c'est de mais la genre, merde, tu fais rien avec, en fait, genre, je tu perds crois. 2 de blocs sur Crown of Providence, Ouais, tu fais un gold tour 0 qui sert à rien et Imperial Ledger, ça te mange ton point d'action quand tu le ouais, joues et quand tu c'est l'utilises. beaucoup. Hem, Ah, on dort, hein, vraiment alors on la dort fort. la dernière carte dans le main deck dont on n'a pas parlé, qui est genre, importante, enfin, il y a Spinal Crush dans les rouges aussi, mais globalement, Mais si vous voulez la liste exacte, hésitez pas à aller la prendre dans la description YouTube, même si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast. Si vous êtes sur YouTube directement, vous l'avez sous les yeux normalement pendant l'épisode. La dernière carte qui est très relevant et en même temps pas totalement, c'est The Golden Sun. The Golden Sun, elle est là parce que c'est une 4 pour 7 en jaune qui bloque 3. Donc c'est les stats qu'on veut dans le deck pour faire notre value, que ce soit offensivement avec 3 pour 5, enfin 3,5 par carte, ou avec 3 en bloc. Et surtout, c'est une carte qui dit, lorsque vous la jouez, vous pouvez détruire un gold. Si vous le faites, ça gagne plus 3 et overpower. Ça devient donc une 4 pour 10, voire même avec un vigor, une 3 pour 10. Ce qui est, sans même prendre en énorme. compte l'overpower, une très bonne value. L'overpower permet en plus potentiellement de passer des points en fin de partie. Enfin, ça peut avoir un upside. Globalement, c'est pas trop ce qui m'importe sur la carte, c'est plus le plus 3. Parce que, à part à relancer des clashs, on n'a pas d'utilisation de nos gold. Contrairement à d'autres decks qui jouent des cash ou des choses comme ça. Et surtout, ce qui est relevant avec The Golden Sun également, c'est que si on gagne un clash en la révélant, on génère un gold. Ce qui veut dire que ça nous donne aussi envie de jouer plus de cartes qui clash Vigor. Enfin, qui clash pour un Vigor, parce que si on révèle The Golden Sun, on piochera quand même, parce qu'on aura quand même un gold. Et on aura un gold plus un Vigor. Enfin, donc c'est assez strong. Et en plus, du coup, quand on révèle The Golden Sun et qu'on fait un gold, bah, on pioche forcément le Golden Sun avec notre Hero Power. Et du Et coup, du on a un coup, avec gold une sur la table vigor et un Vigor si on a Clash et Vigor. une Et du coup, avec bleue, juste une bleue, on fait une 10 Overpower. Ce qui a l'air, bah, ce toujours qui a l'air pareil, pas mal, hein, quand même. dans ce turn cycle de maths, ça a l'air très strong. Euh, du coup, dernière chose, parce qu'on est un peu parti avec les questions, ce qui est très bien parce que c'est le but de ce genre de format, mais on est un peu parti dans des explications sur d'autres choses. La troisième piste dont je parlais tout à l'heure, donc il y avait peut-être ajouter des rouges, ajouter Test of Vigor, et du coup la troisième piste dont je parlais pour optimiser ce plan de jeu de 4 pour 8 qui deviennent des 3 pour 8 notamment, c'est de potentiellement jouer Tunic à la place de Tectonic Plating. Et à cela, il y a 2 raisons. La première, c'est que, alors Tectonic Plating, qui est, le chest actuel dans la liste, hein, parce qu'il bloque depuis 1 et que je trouve ça très relevant dans un deck qui veut beaucoup bloquer et ça aide à des breakpoints. C'est juste une pièce d'équipement qui est Ça fait forte. ça fait ce que le deck veut faire, de toute façon. Bloquer, heu, genre stocker des ressources pour le tour d'après. Le principal défaut de la carte, c'est que, heu contrairement à Bravo qui utilise Anotos de base, là Victor, bah, tu l'as pas mentionné, mais il veut utiliser le Miller's Grindstone parce qu'il a un bouclier qui est très pertinent. Mais du coup, Mmh. il a moins de raisons de pitcher 2 cartes pendant son tour. En fait, il a moins de Oui, ressources flottantes pendant son tour, donc moins de raisons d'utiliser Plating, donc c'est ça. En fait, ça a moins ce flow qu'a, Bravo avec Anotos où tu genre pitches c'est à tous les ça. tours de toute façon et En fait, dans Bravo, alors même les listes de Bravo en ce moment jouent plutôt Tunic pour d'autres raisons, parce que ça stabilise leur match-up aggro et voilà, mais quand tu jouais Tectonic Plating, comme tu l'as très bien dit, Philippou, hem, si tu avais des bleus qui te restaient à la fin de ton tour et tout, en fait, c'était un séismique que tu gardais en rotation pour le tour d'après, qui était potentiellement très valuable parce que souvent ça passait un breakpoint en termes de ressources et ça fait une carte en moins entière à pitcher, donc c'est très intéressant. Mais en plus de ça, en fait,
la carte que tu pitchais pour le séismique faisait un séismique et en général, donnait +2 à Anotos. Mmh. Ce qui était très OK. Bah, ce qui était bien, ça faisait 3 points sur une carte, en fait, c'est ce qu'on veut, tu vois? Genre, Là, le truc en fait, c'est qu'on n'a pas dans nos play patterns de cartes qu'on va jouer avec une ressource flottante ou de choses qui font que la carte qu'on pitch pour séismique a une autre valeur, comme Anotos, comme tu disais. Ce qui fait qu'en fait, pitch pour un séismique token dans ce deck, ça coûte c'est une carte extrêmement entière. coûteux. C'est extrêmement Mmh. coûteux. Donc on n'aura probablement pas souvent envie de le faire. Du coup, pour moi, l'argument principal de jouer Tectonic Plating, c'est vraiment cet aspect, on bloque bien. Mmh mh. Hem, Et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que comme tu veux générer des «seismic surge» entre guillemets, par d'autres moyens que ton torse, via, les Clash of Vigor mmh essentiellement. Mais du coup, Tectonic Plating, ça devient juste une espèce de mauvais Clash of Vigor, où tu vas juste, genre, quand ton adversaire t'a laissé une main entière, stocker Ouais. une ressource et pas avoir besoin d'un Vigor, quoi. Mmh. Hem, Sauf que par rapport au bloc, en fait, comme on joue en bouclier, puisque le bouclier spécialisation de notre héros, a temper, bloc 2 puis 1, et compte comme un gold, donc vous pouvez le sacrifier. Alors vous ne pouvez pas l'utiliser pour piocher, ça n'a pas les capacités d'un gold, mais ça compte comme un gold pour Victor pour retenter un clash, si vous perdez un clash pendant la partie. Mais du coup, donc les blocs qu'on perdrait potentiellement sur plating, on les récupère là puisqu'on ne joue pas à Notos, dans la plupart des match-ups en tout cas. Donc ça peut être un argument aussi à se dire que on peut plus facilement jouer Tunic. Tunic qui du coup serait très intéressante parce qu'en fait ça nous permettrait de stocker une ressource une fois qu'on a passé 3 tours et de l'utiliser pour quand on a pioché la 4 pour 8 ou qu'elle est dans notre arsenal et qu'on n'a pas pu générer de Vigor au tour d'avant. Et donc de faire un peu ce joker là de manière plus efficace que Tectonic Plating parce que moins coûteux et parce qu'on peut le garder en stock beaucoup plus facilement pendant plus longtemps. Donc ça peut être un Moi, argument. ça fait enfin, je trouve que ça fait beaucoup d'arguments quand même. Oui, oui, je En pense fait, que genre, en fait, les 3 points de vie de plating, je ne sais pas s'ils valent les ressources gagnées par la tunique au cours de la partie. Après, la réalité aussi, c'est que tunique vaut, plating à partir du moment où tu as généré 2 ressources et bloqué avec. Si on considère que tu n'as pas fait de Sysmixer. Donc, ouais, ça veut dire que la partie a duré plus de 6 tours. Donc ce qui veut dire que ça se trouve, il y a des héros contre lesquels tu t'attends pas à ce que la partie dure plus de 6 tours, même si j'en doute quand même. ouais, après Et je où pense du que coup, tu veux bah, faire tu durer la de la chance. partie Voilà. dans tous les cas quand même, mais par contre, tu as raison sur le fait que j'ai pas trop parlé des équipements, donc je vais le faire rapidement là. Donc le bouclier, comme on a dit, il peut être sacrifié pour Victor parce qu'il compte comme un gold. Il a Temper 2, bon voilà, hein, standard. Les bots, c'est celles que les gardiens jouent depuis le petit, Round produit Table. PF du professeur. Civic Step, ça a Temper 2, quand ça défend, vous faites un Quicken Token sous le contrôle d'un autre héros, donc en 1v1, on construit, bah, votre adversaire. Hem, Pourquoi c'est bien quand même? Parce que souvent, vous allez pouvoir timer de manière à ce que le quicken soit pas ou très peu relevant, et dans ces cas-là, bah, c'est juste 3 points de vie avec potentiellement plus si vous bloquez des breakpoints, pendant la partie, ce qui est très intéressant. Chrono of Providence, on ne la présente plus, hein, bloc 2, Blade Break, vous pouvez cycler une carte de votre arsenal et piocher une autre carte ou une carte de votre main. C'est Meilleure très carte du strong. jeu avec tunique. C'est très, très strong. Les gants, alors les gants là dans la liste, c'est les nouveaux, les Gauntlets of Iron Will. Ils ont Temper 2 et quand ils défendent, la prochaine fois qu'une attaque sur ce chainlink devrait gagner de la puissance, ça gagne la même puissance -1 à la place. La ligne de texte sera rarement relevant, mais quand elle le sera beaucoup. Du coup, si vous voulez jouer de manière genre ultra compétitive, Gauntlets of Iron Will, c'est tous les jours mieux que Crater Fist, parce que Crater Fist, on n'activait jamais sa capacité et c'était juste bloc 2 puis 1, ce que Gauntlets of Iron Will font aussi. Sauf que dans des match-ups comme Katsu par exemple ou ce genre de choses, Gauntlets of Iron Will, ça va probablement faire un peu plus de points ou emmerder un peu plus le monde. Donc, si vous voulez jouer de manière ultra compétitive, c'est un upside et c'est une amélioration à Crater Fist. Maintenant, si vous avez vos Crater Fist, la carte actuellement est à 40-45 € en Rainbow Foil, je crois. Euh, c'est pas forcément l'achat prioritaire de la liste, loin de là. Surtout si Non. vous avez déjà des Crater Fist. Après, si vous vous mettez à jouer gardien que vous n'avez pas de Crater Fist, ça peut valoir le coup de prendre directement ça et de payer l'écart, même s'il est assez large, en se disant bah comme ça je l'ai, c'est bon.
Si vous avez les sous et que vous voulez jouer gardien de manière opti, achetez Gauntlets parce que going forward, il y a probablement pas de raison que ça ne remplace pas Craterfist dans les listes. Mais si vous n'avez pas les sous ou que, vous voulez y aller petit à petit, c'est vraiment pas le premier achat qu'il faut faire. Ensuite, on a le Miller Grindstone, qui est un marteau qui attaque pour 4, enfin qui attaque à 4 pour 3 ressources, qui est one hand, qui nous permet donc de jouer le bouclier, et qui a le texte suivant. Quand ça touche un héros, vous clashez avec. Si vous gagnez, vous détruisez la carte du dessus de leur deck. Si ils gagnent le clash, vous mettez un compteur -1 sur le marteau. C'est intéressant dans les match-ups où vous êtes sûr de gagner les clashs ou au second cycle, lorsque vous vous rappelez des pitch stacks et que vous savez que vous allez gagner les clashs, pour potentiellement accélérer un setup de fatigue en forçant des cartes sur une attaque à breakpoint ou en bannissant des cartes du deck adverse. Globalement, dans la majeure partie des cas, Miller Grindstone, c'est une attaque qui va. Enfin, vous allez genre très rarement, voire jamais attaquer avec, en tout cas en début de partie. Et vous allez toujours vouloir faire autre chose de votre main. Du Du coup coup, du coup, c'est moi, je cute, mais il y a un monde où Titan's Fist est meilleur parce que vous pouvez attaquer ouais, plus librement c'est ce avec. que j'allais dire. Genre, qu'est-ce qui, heu, prévaut chez Miller's Grindstone au-dessus de Titan's Fist? Parce que si ton deck est déjà pensé pour activer Anotos, je vois pas pourquoi il pourrait pas activer Titan's Fist et genre, Titan's Fist attaquera toujours à 4, provoquera toujours la même réflexion de, bah, est-ce que je mets une carte et je prends un ou est-ce que je mets pas de carte et je prends 4? Parce que genre, sauf dans les match-ups où tu es sûr de gagner, ton clash, j'entends avec, Mmh. Grindstone, genre, ça apporte rien de jouer Grindstone au lieu de Titan Fist, voire même ça te pousserait à ne pas attaquer avec, parce que tu veux pas Ouais. prendre le risque de perdre un clash. Ouais, clairement. Donc il y a un monde où c'est Titan's Fist l'arme. Après, Miller Grindstone, ça vient de sortir. C'est clairement une carte qui est designée pour Victor. C'est marrant. Je pense que de toute façon, en fait, de ce que j'ai un peu vu du perso et des play patterns que j'ai vu in game, T'attaques euh, jamais avec ton arme, enfin, t'es, sauf à la fin, enfin, quoi. t'es kinda déjà en train de perdre si t'attaques avec ton arme en début de partie. OK, Et du coup, il y a un monde où, genre, en fait, Miller Grindstone, en fin de partie, c'est genre bien meilleur que Titan's Fist. Et comme d'accord. c'est là où tu vas attaquer avec ton arme, en fait, c'est relevant de l'avoir. Mais ça, je pense que c'est, comment dire, tester les deux. Il y en a peut-être un qui est meilleur que l'autre. Peut-être que c'est de la préférence. Je pense que c'est pas ça qui est le plus important et pertinent pour la liste, entre guillemets. Mmh. Euh, Et du coup, dernier équipement, c'est Moi, Tectonic j'avoue Plating, comme on l'a dit. Ouais, moi, j'avoue, on en a parlé un peu avant, enfin, de manière générale, depuis que le héros est sorti. J'ai vu des versions du deck, bah, tu l'as mis en maybe board de toute façon, qui joue, Sledge of Envilheim, qui est ouais. un autre marteau de gardien. Et j'aime beaucoup aussi cette façon de jouer le deck, qui Mm. est beaucoup plus genre, en fait, si on tape avec notre arme, c'est qu'on a le temps Ouais, et ouais. qu'on peut chill. C'est une version du deck qui, à mon avis, aime aussi, la tunique plus que Mm. Tectonic Plating je sais pas, je trouve ça cool. Je trouve ça cool aussi comme Ouais. version. Ça change Bah, un peu. j'allais en parler effectivement après, puisque une des listes qui a pop, qui a priori est pas la liste retenue par la majeure partie des gens et qui n'est pas la liste qui fait, Fait consensus. qui fait consensus exactement, mais c'est une liste avec Sledge, puisque Sledge c'est une arme de gardien à deux mains qui attaque pour 6 tout le temps, mais qui coûte 4 contrairement à Notos qui coûte 3 et qui, si vous avez deux cartes en pitch, donc entre guillemets qui a coûté 4 euh, peut être à 6 aussi. Euh, le truc, c'est que comme vous allez vouloir générer des vigors dans votre deck, et que les vigors, contrairement au Seismic Surge, ça vous donne flat une ressource, donc ça fait Ça active le kinda marteau. passer le sledge à 3 ressources, en fait. Et ça rend potentiellement Anotos plus dur à pitcher deux cartes. Euh, et que potentiellement vous jouez Tunic, parce que comme on l'a vu, Tunic a priori potentiellement plus d'arguments que Tectonic Que Plating, Plating. par rapport à ce que veut faire la liste actuellement. Bah, Sledge est une option qui se défend. Après, de ce que j'ai Euh, vu, cette version-là est aussi une version
volontairement plus défensive. Non pas que celle-ci la soit pas, mais Ouais, genre ouais. l'autre version, elle compte même pas vraiment faire les 4 pour 8. Elle est en mode Oui, genre, oui, oui, bah, oui. c'est là parce que, En bah, fait, c'est pas Quand mauvais, j'ai un Vigor, ma bleue mais dans la main, c'est pas pour pitcher une 3 pour ouais, 8, c'est c'est juste pour pour pitcher Sledge. Sledge. Ouais. Parce que du coup, Sledge, Et 3 pour 6, c'est c'est 6 déjà très dégâts bien, c'est 6 dégâts, mais tu en dépenses une aucune carte. carte. Bah, Bah, alors déjà, enfin, elle c'est reste dans une le carte deck. de ta main, c'est une Oui, carte c'est de ça. ta main, Et mais c'est elle aucune reste dans le carte de ton deck. deck et tu as utilisé qu'une carte au lieu de 2. Donc en fait, les maths sont même genre insane. Du coup, il y a un monde où c'est ça. Moi, le seul truc que j'aime un peu moins avec cette version-là, c'est que tu perds le gold du bouclier qui peut être un bon joker, et surtout tu perds les blocs du bouclier. En plus, si tu joues Mmh. tunique, de perdre les blocs de plating. Oui, bien Et du sûr. coup, tu te retrouves avec une classe qui, un de ses intérêts pour moi, c'est d'avoir autant de blocs sur les équipements que ce que tu as, et qui en a en Mmh. fait genre quasiment 2 fois moins à cause de ce choix-là. Bien Maintenant, sûr. maintenant, je pense que c'est Après, une comme des on a listes que je dit vais explorer parce que ça a l'air d'être ce que le héros veut faire. la tunique, il suffit qu'elle génère 2 ressources pour valoir plating. Donc Oui, oui, oui. donc en vrai, je sais pas, En enfin, fait, tu perds des points de bloc, oui, mais en termes de points de value, finalement, tu les retrouves. Bon, en fait, tu vois, c'est celle à du quel bouclier, point c'est autre chose, tu vois? je pense que c'est à quel point tu joues contre un deck qui a des breakpoints ou pas, et je pense que c'est aussi à Oui. quel point, tu values plus le fait d'économiser tes HP et de faire durer la game parce que tu gagnes forcément au long terme, même si tu dois pitcher 2 cartes pour Sledge ou whatever, ou si tu values plus le fait d'être capable de tenir la value au tour par tour efficacement et de manière très consistante sur les premiers tours de la game, tu vois? Je pense Mmh mh. que je pense que si tu vois, par exemple, contre Faille, qui est a priori un deck qui peut te battre à la fatigue, comme il le fait contre Bravo si tu lui laisses le temps et tu pas de disruption pour l'empêcher. Donc il peut setup pour genre avec la Phoenix Flame, probablement te battre à la fatigue, ou en tout cas être très 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 dur à fatiguer. Donc il faut probablement que tu le fatigues by damage. Et donc tu as envie de tenir sa value sur les premiers tours et d'être capable de répondre aux maths qu'il fait, y compris si c'est offensivement pour augmenter la valeur de tes cartes. Dans ces cas-là, Tunic a l'air plus opti. Mmh. Un deck comme, je sais pas, Dash Boost par exemple, Oui. Tectonic a l'air plus opti. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, après c'est voilà, après c'est des petites optimisations, Et à on quel en parle point parce que oh, c'est le format de cet épisode, mais je pense que globalement Tunic, moi je dirais qu'avec la liste là en tout cas que je vous présente, Tunic est probablement meilleur. La seule raison pour laquelle Tectonic Plating était en mainboard, c'est que quand j'avais monté au départ, j'avais mis Tectonic Plating dedans et j'ai pas vraiment changé. La Tunic est dans le maybe board, vous verrez quand on et descendra à quel point tu la peux faire liste. une liste, «hybride» entre guillemets, Sledge, Titan's Fist par exemple, qui en gros Le te permettrait d'avoir les blocs d'équipement quand ils ont de l'importance et d'avoir Sledge, quand, ce plan de jeu vaut plus et mieux, tu vois? Le seul problème de ça, c'est la place en side, et même si ça vaut pas beaucoup de Pas beaucoup de place, place, genre parce que là, tu as déjà non, mais Anotos en side, tu remplaces oui, Anotos oui, par Sledge et c'est réglé, quoi. et faut rentrer tunique. Je suis d'accord que ça prend théoriquement pas beaucoup de place, mais ça a quand même un coût par rapport au fait que tu veux un certain nombre de cartes pour gérer Dromai si elle est méta, et on l'a vu sur les BH ce week-end. On en a pas beaucoup parlé, mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on vous parle de Victor cette semaine, c'est que le BH qui a suivi le Calling Hartford ce week-end, les 2 héros les plus représentés, c'était Victor Goldman et Dromai H-Artist. Et même si aucun des 2 n'a fait top 8 et que le BH a été gagné par un Caillot, ça veut probablement dire que Victor a une certaine popularité et une certaine relevance dans la méta, et que donc vous allez en croiser dans vos armories, que c'est un deck qui mérite qu'on s'y intéresse, etc., comme on a déjà pu dire. Et je pense que tu vois, si Dromai est très présent dans la méta, enfin, il y a des choses, je pense, où il doit y avoir des choses dans ton sideboard, et c'est à quel point tu acceptes de ne jouer que, par exemple, 2 Zelus au lieu de 3 ou 2 E-Strike au lieu de 3 qui nerfent ton match-up contre Dromai et contre Dash Pistol, par exemple, Mmh. euh, tout en étant meilleur overall dans ta capacité à switch avec Tunic qui rentre à la place dans ce slot-là, tu vois. Donc, à voir.
Mais c'est ça effectivement ça s'envisage puisque encore une fois, comme peu importe ton plan de jeu, la plupart de tes cartes bloquent à 3 et c'est ça qu'on veut d'elles. Il y a effectivement un argument tout à fait, entendable au fait de juste mettre un ou 2 équipements de plus pour avoir une manière d'aborder des match-ups de manière différente. Mmh mh. Puisque c'est pas aussi demandant qu'un switchboard de dash, par exemple. Knight, si tu peux descendre un petit peu, parce que je pense que globalement, on a fait le tour de ce que veut faire Je le pense héros pas. et du coup des cartes qu'il y a dans le main board de cette liste pour ce Ce qui que est le héros intéressant veut faire. ce qui est intéressant, c'est que le main board, c'est, tu mets des rouges qui tapent un peu fort, tu mets des bleus qui ont une stat d'attaque élevée et qui bloquent 3 et voilà, tu as un main board. Ouais. En fait, genre, tu mets tes 3 Golden Sun, tu mets 3 Spinal qui pareil, il y a un monde où les Spinal sortent parce que c'est pas enfin, C'est pas enfin, au niveau des ressources, c'est pas aussi bien que les autres parce que c'est c'est 5, ça donc c'est-à-dire qu'il te faut un Vigor et un Surge ou de toute manière, il te faut 2 cartes. Donc et et en le fait, truc en plus de comme tu joues pas de Pummel, oui. tu peux même pas value le Vigor qui te permet d'avoir 2 Pour un ressources pummel. flottantes Tu pas le spinal. dominate de Bravo et en fait, le truc, c'est aussi que Spinal, c'est de moins embêtant pour une grande partie des decks aggro parce que soit ils peuvent jouer des mains de 2 cartes en ayant bloqué avec 2 cartes, enfin, tu vois, genre, ils ont des manières de jouer autour, Mmh enfin, mh. c'est plus forcément si turn skip, que ça pouvait C'est l'être pas à une si époque, on va dire. en fait, c'est évident quand tu peux le pummel, mais quand tu peux pas Ouais, pummel Spinal Crush, c'est moins évidemment puissant, quoi. ouais, c'est clair. Après, moi je trouve ça dommage qu'il y ait pas de pummel, hein, mais les pummels ça gagne pas les Alors clashs donc c'est un des trucs, ça dégoûte. dont on va parler dès que j'aurai je parle, un petit peu du sideboard, si ça te va, genre Vas-y. globalement la philosophie, qu'il y a derrière les cartes qui sont dedans et ensuite, on peut parler un petit peu de d'autres cartes qui seraient en maybe board et du coup genre, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir ajouter à la liste? Mmh mh. Mmh mh. Qu'est-ce qui est manquant de cette liste et cetera, tu vois? Globalement le sideboard, il y a, 3 catégories de cartes. La première, c'est les attaques à go again slash grosses attaques genre Thunderquake. Donc Mi go fake. Il y a les Rouse qui sont une carte qui, heu, pourrait se concevoir si on a besoin de slots, dans le main board, à la place de Clash of Might par exemple et on libère 3 slots, ça peut s'entendre. Ça peut être une de nos bleu main board, même si contre beaucoup de match-up, elle perd les clashs, ce qui est un peu embêtant. Heu, E-Strike, Zelus et Thunderquake, donc et Rouse, hein, c'est des choses qui sont là pour essayer d'avoir, un meilleur, match-up contre Dromai, un meilleur match-up contre Prism et un meilleur match-up contre, Dash Pistol. Hem C'est aussi des cartes qui, à part pour Rouse, gagnent plutôt bien les clashs lorsqu'on doit les rentrer, par rapport à des défenses-réactions, par exemple, qui sont une autre des catégories des cartes dans ce sideboard. Et du coup, quand on rentre les blocs, qui, vous le voyez, sont pas dans le mainboard, et qu'on met E-Strike avec pour compléter sur nos 60 cartes, on est a priori pas mécontent. Parce que E-Strike, ça gagne plutôt bien les blocs, enfin les clashs, ça bloque à 3. C'est une carte flexible, surtout qu'on n'a pas Anotos, donc c'est encore moins gênant de pas pitcher une carte pour E-Strike comme dans Bravo. Donc c'est des cartes qui sont très décentes. L'argument, entre guillemets, contre ces cartes, c'est que si les listes de prismes sont présentes en tournoi et ont un bon switch Iris, c'est pas ces cartes-là qui nous feront gagner. Si Dromai est présent en tournoi et qu'ils ont des grosses listes Big Dragon, c'est probablement pas suffisant pour gagner non plus. Et si les dash sont des dash fatigue, genre des slap dash et pas des dash pistol switchboard aggro, mais des vrais dash avec plein de défense réaction, des sigils et tout, on n'a jamais les dégâts pour les empêcher d'arriver au late game, même avec ces cartes-là. Et du coup, il y a un monde où en fait toutes ces cartes-là, elles sont entre guillemets obsolètes parce que juste, elles sont pas suffisantes pour gagner les match-ups qu'on voudrait gagner avec. Et du coup, on peut libérer de la place pour genre plein d'autres choses dans le sideboard. Mmh. Après, ce serait quoi ces autres choses? Je ne sais pas. Tu vois, ce serait limite plus libérer de la place pour mettre des Clash of Vigor dans le main board, Que, mais à quel point c'est relevant, je ne sais pas. pendant que tu parles là, je suis en train de cook dans ma tête
une espèce de version, heu, qui accorde beaucoup plus d'importance au might et à d'éventuels légers boosts qui rendent des cartes disruptives plus pertinentes. Genre, imagine Might Vigor, Sump rouge. Ça a l'air exceptionnel. Tu fais pitch bleu, Sump rouge. Alors, Ouais. Sump rouge. Pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas la carte, c'est une de mes cartes préférées de gardien parce que je suis un grand enfant. Ça bloque 3, ça coûte 4. La rouge tape à 6 et elle dit tant que sa patate est supérieure à sa patate de base, elle a Dominate et si elle touche un héros, il défausse une carte. Du coup, Donc ça fait bah une 3 pour 7 avec des ouais, bons gros 3 pour upside. 7, Dominate, On It, défausse une carte. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Après, ça demande d'avoir Might et Vigor. Bon, on va pas se mentir, c'est un Bah, peu plus de ce lourd point de de vue-là, tu vois, save. si on fait un peu plus de might dans la liste, il y a les nouvelles là, Command Respect et Concus qui sont Oui, peut-être plus c'est celles pertinentes. auxquelles je pensais après, bah, Ouais, qui sont c'est en fait, qui des sont bien, elles ont pas mais qui dominate, ouais, mais voilà, elles pour moi, elles nécessitent valent pas d'avoir un vigor dominate en même même. temps, C'est vrai, c'est vrai. tu vois? Donc ça peut se réfléchir. Dans dans la même idée, il y a les Command and Conquer et par extension aussi les Pummel, surtout si on joue Tunic, qui sont actuellement absents de la liste parce que alors la raison principale, c'est que, Pummel ne gagne pas les clashs et que dans les play patterns qu'on veut faire, Pummel s'inscrit pas super bien. Avec la tunique et des Command Conquer, ça s'inscrit Ça vachement bien. s'inscrit mieux, mais dans la liste actuelle. Bien sûr, bien sûr. Donc si vous mettez Command and Conquer et Tunic, ou même avec les jetons Vigor, et que vous en mettez plus dans le deck, il y a déjà un beaucoup plus gros argument à jouer Pummel. Mmh. Heu et pour Command and Conquer, c'est en fait, ça va faire super bizarre à dire parce que Command and Conquer, la carte est genre extrêmement strong, mais comme on l'a dit, en fait, on n'est pas assez bon pour enfin, je pense que le deck est, petit 1, pas assez bon pour disrupt à tous les tours, il a pas les armes pour. Petit 2, il n'est pas assez bon pour, rentabiliser une main de 4 ou 5 cartes qu'on lui laisse. Ce qui signifie que vous allez faire un Command and Conquer sur un faille qui a genre 5 cartes, dont un Art of War en arsenal. En fait, vous allez utiliser 2 cartes entières pour faire 6. Et lui, soit il va faire, bah, j'ai pris, je perds mon arsenal et je te fais 14. Et vous, en fait, vous aurez fait 12, bloc 2 cartes, joue Command and Conquer, et vous êtes derrière. Soit il va préserver son arsenal en bloquant avec 2 ou 3 cartes, rien faire de son tour après, et tout ce que vous allez faire, entre guillemets, c'est lui envoyer 8. Ce qui est pas déconnant, mais vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup plus que 8 de value avec votre main, vous n'allez pas pouvoir arsenal de bloc si vous en avez pioché, etc. Et en fait, vous allez avoir de la disrupt avec Command and Conquer qui va le forcer à bloquer. Into, vous allez avoir genre Thunderquake. Mmh. C'est pour ça que Tu la vois, version ou auquel je Prime to réfléchissais Fight. avec des sumps et des machins comme ça, elle aurait beaucoup plus envie de jouer Command& Oui, Conquer parce qu'elle serait beaucoup plus clairement. tournée autour en fait, elle voudrait ressembler à Bravo, ce qui du coup pose la question: «Est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer Victor ou de jouer Bravo dans ces cas-là?» Mais elle retournerait plus sur ce truc de: «OK, je vais avoir une disrupt par tour. Tous les tours, je vais avoir un Oui, might qui pop, qui du coup donne +1 à mon concus qui dit quand il touche, tu défausses une carte» et du coup l'adversaire, il est obligé de mettre 2 cartes à tous les tours, alors il prend des dégâts, il défausse et du coup quand il t'attaque, bah, tu peux juste bloquer avec une ou 2 cartes, tu génères le vigor ou le might dont tu as besoin, into hop, tu fais ta patate, machin et tout. Le truc, c'est que ça a l'air d'être enfin, genre, déjà que Bravo brick, alors que son deck est rempli d'attaques comme ça et que c'est vraiment ouais. son plan de jeu. Ah, et Alors puis Victor qui a besoin de gagner des clashs en plus d'avoir pioché les bonnes le cartes au bon moment. le problème Mmh. en plus de mon point de vue avec une version comme ça, c'est que genre, au-delà de tu fais du Bravo en moins bien, c'est que en fait enfin oui, tu fais du Bravo en moins bien, pas juste pour le dominer et tout, mais juste parce que factuellement tu perds Starstruck et Crippling Crush qui sont Et probablement qui 2 sont des des meilleures cartes pour ce plan de jeu en fait. exceptionnels, oui. Du coup, Ouais, bien sûr. je encore une fois, je dis pas qu'il faut pas jouer Command and Conquer. Je dis pas qu'il faut pas jouer Pummel. Je dis pas qu'il faut pas explorer ces pistes-là. Surtout si vous considérez, comme on l'a dit dans cet épisode, que Tunic est probablement meilleur que pour le plan de jeu du deck que Tectonic Plating et que donc vous rentrez Tunic en main chest pour le deck. Ça veut pas dire qu'il faut pas aller explorer ces solutions-là. Ça veut dire que moi, à l'heure actuelle, je ne les considère pas
assez pertinente et je sais que ça Mmh. fait ultra bizarre de dire ça, mais à l'heure actuelle, si je vais en tournoi, d'ailleurs c'est le cas, je vais sûrement jouer ça demain soir si je fais des rounds, à Uchronie en sortant du taf, heu, je n'ai pas Command& Conquer dans ma liste et peut-être qu'au bout de genre 5 games, je vais me dire: «Oh putain, ça aurait été banger d'avoir Command& Conquer là et tout, ouah, ça aurait été incroyable et tout». Mais je pense que Command& Conquer dans une liste qui ne joue pas Pummel et qui n'a pas une disruption par tour, contrairement à Bravo ou à des decks comme Azalea par exemple, je suis de moins en moins convaincu que c'est une bonne carte. Encore plus lorsqu'on considère que de plus en plus de decks qui pourraient être touchés par Command& Conquer ont Crown of Providence. Mmh. Et Bah, du coup, en moi, fait, quand tu fais un j'avoue cumul que, de tout bah ça, tu vois? bah, c'est un peu c'est ce qui était ressorti quand, Crown of Providence, était apparu dans le jeu et c'est ce Mmh, que je m'étais dit aussi quand la carte était apparue, c'est à quel point ça rend Command& Conquer obsolète. Tout simplement parce que c'est plus suffisant. Genre, le fait ouais, qu'une fois par partie, tu puisses annuler l'effet très puissant de Command& Conquer, bah, tu es en mode: «Bah, du coup, à quoi bon jouer Command& Conquer?» Parce mmh, que si son effet peut être annulé, bah, la carte est vachement moins bien. Après, je pense qu'on ça digresse fort, hein, parce ouais, que, mais tu as pas en fini de fait parler du side. non, mais oui, mais je pense que c'est quand même assez important dans le sens où ça revient à ce sujet de base qui, pour moi, est Oui. la force du deck et de pourquoi on veut jouer ça au-dessus de Bravo notamment, qui est que le deck est fort en maths. Mmh. Tu vois? Il est bon sur les maths qu'il fait et il est consistant à les faire de manière générale et Command& Conquer, pour moi, n'est C'est pas assez pas une bien au très bonne niveau des carte dans maths. ce plan de jeu. En fait, Ouais, c'est mais c'est pas assez bah, bien pour ça, tu vois? en fait, si tu considères que la plus grosse value des cartes que tu joues, c'est le fait qu'elles font 3,5-4 points par Mmh. carte, Command& Conquer ne fait que 3 points. Donc, Ouais vu de ce point de vue-là, ça n'est pas aussi bien que d'autres cartes de ton deck. Donc ça et a en du sens. même temps comme je disais, ça doit pas vous empêcher de tester la carte du tout parce que la carte a Ouais. toujours ce floor de bloquer 3. Elle a tou enfin, tu vois, genre, elle gagne des clashs, donc Mmh. elle a toujours, genre, ce qu'il faut pour être dans le deck, théoriquement. Mais je pense juste qu'il y a des choses que j'ai plus envie de rentrer et ou d'explorer avant Command& Conquer. Mmh mh. Surtout que, Il y en a fait, la carte, on la connaît, tu vois? Donc il y a un truc quand même, c'est il y a une situation où Command& Conquer est bien aussi, c'est quand ça arrive en fin de chaîne et que, oui, tu as tapé avec d'autres trucs avant et tout. Le truc, c'est que c'est pas le genre des gardiens, oui, d'arriver en fin de chaîne. Enfin, genre, c'est vraiment ça veut dire genre que tu as fait genre Zilus Belting, Command& Conquer, bon ça existe, hein, avec un mais Vigor et une bleue, broken. mais voilà, c'est genre une Mais c'est très situation rare. qui implique que tu veuilles faire ces patterns-là et est-ce que le deck veut vraiment faire ces patterns-là? Bah, probablement pas. Enfin, pas cette version en tout cas, donc Oui. Mais voilà et donc à côté dans le maybe board, avec Tunic, il y a le Sledge dont on a pas mal, parlé tout à l'heure, qui ça oui. pour le coup, c'est une des pistes que j'ai envie d'explorer parce que je pense que ça rentre très bien dans le plan de jeu que veut avoir le deck et la force du deck. Donc ça pour le coup, Mmh. c'est un truc que j'ai beaucoup plus envie de tester. Hem, C'est très les maths, hein. Sledge ça a ah toujours été, Sledge c'est très les maths, hein. bon bah les chiffres, hein, vraiment. C'est très les chiffres, hein. Hem et en plus de ça, Sledge est aussi, comme on le disait tout à l'heure, avec un gold, tu vois? Si tu as des golds qui traînent, que tu utilises pas pour autre chose, tu peux Mmh. pitcher bleu, repiocher une bleue et tu as fait tes 6 avec une carte, même si tu avais pas ton compteur de tunique et tout, c'est assez sympa. Ouais. Pour finir du coup sur le sideboard, puisqu'il y a une catégorie de cartes dont on n'a pas encore parlé, c'est Think Below et Staunch Response qui sont du Sponge. coup les défenses réactions. Qui sont là parce que, on reste un deck défensif, on en a besoin pour le miroir, pour, les match-up contre Bravo et cetera. Il y a des moments en fait où juste on a besoin d'avoir une défense réaction dans l'arsenal, parce que ça nous sort de situations et parce que si on en a aucune dans le deck, on va juste perdre beaucoup plus souvent sur des schémas de jeu et on n'a pas envie. Le truc c'est que, bah, on a plutôt envie de les rentrer quand on ne joue pas les blocs. Globalement, parce que, bah, les blocs, quand ils clashent, ils perdent avec les défenses réactions, donc tu vois, enfin, ça interagit pas super bien entre, mais intéressant à, 2 blocs, 2 défense réaction ou même 3 et 3, tu vois? Et à changer et contre les Mmh. decks plus aggro, à part Kaio,
mais les trucs contre lesquels tu vas plus souvent gagner tes clashs, comme les failles et tout, les blocs suffisent. Surtout qu'avec Test of Strength et Test of Vigor, si on les joue, il y a ce breakpoint à 4 qui était si fort avec Sing Below. Et par Mmh. contre, contre des decks qui vont dominate, comme Bravo et contre lesquels on va perdre les clashs, ou même contre potentiellement Kaio, parce que du coup, on n'a pas envie de jouer les blocs contre Kaio ou contre Prism, mais on a envie quand même d'avoir une défense plus efficace avec des breakpoints, etc. Ça peut devenir pertinent de jouer ces cartes-là à la place, puisque en fait, clash, c'est un mot-clé qui est obligatoire. C'est-à-dire que si vous défendez avec un bloc, vous êtes obligé de clasher. Et du coup, contre Kaio, il y a un monde où, par exemple, bah, on n'a juste pas envie de lui donner de la free value. Et donc, on joue des Sing Below et des Staunch Response à la place de Trounce et de Test of Strength. Pareil contre Prism. Euh, Il y a un monde où contre Azalea, on a envie aussi, pour contrer un peu le Dominate, de jouer les défenses réactions, même si on gagnerait la plupart du temps les clashs. Voilà, ça, c'est pas encore forcément 100% positionné et, euh, et acté, mais c'est bien d'avoir les deux options. Il y a De un toute monde aussi façon, où il y vas-y, a un vas-y. truc qui est important avec ce genre de deck, et on en a déjà parlé sur d'autres decks et tout, c'est un deck qui est fondamentalement réactif. C'est-à-dire qu'il y a aucune proactivité dans son plan de jeu. Le but, c'est d'attendre, bloquer, voir ce que fait l'adversaire, s'adapter. Et Ouais. du coup, naturellement, son sideboard est très sensible à l'évolution de la méta. Mmh. Euh, on a vu le premier gros événement avec une méta en construit. Et en vrai, ce premier événement dit pas grand-chose. Genre, les decks les plus représentés ont pas fait top 8. Le deck Ouais. qui gagne, c'est un tout nouveau deck, les gens savent pas vraiment trop comment jouer contre. Il y a des héros qui se retrouvent en top 8 et même en finale où tu es en mode bon, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça suffit. Pour la référence, c'est Kano, parce que la finale du BH, c'était Kaio contre Kano. Et du coup, en fait, genre, j'ai un peu l'impression que le deck, quand il aura trouvé son plan de jeu, un peu son corps, c'est genre 45 cartes qu'il veut tout le temps jouer et tout, Mmh. va en fait, développer justement cette capacité à s'adapter avec, les joueurs qui vont s'y intéresser, les gens qui Ouais, vont ouais. développer des stratégies et tout, pour contrecarrer en fait ce qui devient son prédateur. Mmh. Et en fait, je pense que le deck sera capable de s'adapter. Tu vois, genre, t'es en mode genre, bah, faille fatigue Victor, mais est-ce que c'est ce que les failles veulent faire? Je sais pas. Mmh. Est-ce que les failles peuvent le faire? Je sais pas. Ouais. Dromae Big Dragon, est-ce que c'est la version la plus jouée en ce moment? Vraie Oui, non, question. mais c'est pour ça que, je pense que, par exemple, il y a un monde où certaines des options offensives du sideboard disparaissent et laissent la place à des options plus défensives ou à des trucs qui sont plus des tech cards, et cetera. Heu, il y a un monde, par exemple, où, les Zealous Building ou les Thunderquake rouges, s'en vont pour, des Unmovables. À l'inverse, il y a un monde aussi où genre on cut 3 bleus du mainboard pour ajouter 3 Pulverize parce que, on a besoin de cette puissance de frappe, contre certains decks. Donc il y a effectivement beaucoup de changements qui peuvent se faire. J'ajouterais quand même, quelques petits éléments par rapport à toute cette question du sideboard et de l'évolution potentiellement des choses. Alors premièrement, comme on ne joue pas, en tout cas pas en mainboard à Notos et qu'on a Golden Sun qu'on veut garder souvent dans le deck pendant une longue partie de la game, qui est une carte jaune, on préfère jouer Staunch Response rouge que Unmovable rouge. On a aussi en plus l'option que Staunch Response peut bloquer encore plus que Unmovable. Ce qui fait que pour moi, c'est une meilleure option dans cette liste. Maintenant, si j'ajoute 3 grosses défenses réactions, j'ajoute directement 3 Unmovable rouges et pas des Staunch Response jaunes, je pense. Donc, Mmh. enfin, tu vois, il y a Mmh. enfin, Unmovable rouge n'est pas du tout incohérent. Je vous donne juste pourquoi je préfère Staunch Response actuellement dans la liste. Hem, 2e chose, c'est pour, les fins limiers qui auraient bien repéré, nous avons une seule pièce d'AB dans tout ce deck, qui sont des Null Rune Boots. Pourquoi on n'a qu'une Keno seule pièce n'est d'AB? pas respecté. Parce qu'on veut quand même pouvoir respecter, Et Runblade, Viscerai et Vincent. Vincent, donc les Runeblade. Hem, mais on n'a pas envie de respecter Kano. Heu
et j'explique juste après pourquoi on n'a pas envie de respecter Kano. Non, mais je m'arrête juste à la phrase: «On n'a pas envie de respecter Kano». Je Je pense que je vais tu la quotes, comme ça tu la Ouais, gardes et non, puis mais voilà. c'est fine, ça fera des petits montages pour Night. Juste Exact. avant de dire pourquoi on veut pas respecter Kano, je dis un truc parce que je viens d'y penser et j'y ai pas pensé du reste de la vidéo, donc je veux pas oublier. Ah, Il y a un monde où c'est pas Null Rude Boots qu'il faut jouer, mais c'est Arcane Lanterne, parce que si c'est le vrai plan ça. de jeu, c'est avec les poppers de potentiellement fatiguer Dromai, peu importe la version, on est obligé soit de jouer à B2 pour contrer Tomeltai qui pète une pièce d'AB et où on se fait finir par les Burn Demol et les Asvolaille, ou on joue Arcane Lanterne qui n'a pas de valeur de défense et qui donc peut pas se faire casser par Tomeltai. Le contre-argument à ça, c'est que le gold contre les Runeblade, surtout Vincent qui a pas mal de trucs à 6, ça a l'air d'être OK, enfin d'être pas mal, mais on peut aussi se dire que juste on joue l'Arcane Lanterne contre Vincent et genre on est OK de pas clash contre Il y a et juste de il y fatigue a le deck, comme Bravo le fait. Donc, mmh, il y a un truc tu vois, auquel je je pense, c'est, les gardiens, hem, j'ai toujours trouvé que les listes les plus abouties des gardiens étaient celles qui trimballaient le plus d'équipements. Parce que oui, les gardiens étaient, parce que, leur plan de jeu, c'est d'attendre, de bloquer et tout, en fait, de faire durer la partie, étaient les plus à même de tirer de la value de leurs équipements en mmh, sélectionnant le moment adéquat, la situation adéquate et cetera pour les utiliser et du coup, c'est vrai qu'avoir ton side avec aussi peu d'équipements me fait dire que ça se trouve, faut juste la que j'en mette réaction que plus tu vas trouver et à certains decks, à certaines stratégies, ça mmh, va être justement de pack un équipement de plus. ouais, Genre, ouais, bah, du coup, Arcane Lanterne et Null Rune Boots, bah, du coup, ça suffit pour absorber tous les Runeblade et tout et genre, mmh, Bend them all. Tu mets la tunique et Sledge et du coup, bah, tu as un plan de jeu qui compense mmh. l'inutilité de Grindstone, quand tu aurais pas voulu la jouer. Hem et Tu genre, gardes ça se trouve, plating il pour y les a des match-up ou les breakpoints et cetera, c'est machin. ça et en fait, ça se trouve, il y a des places de side qui, en fait, auxquelles Juste être sur des équipements, ouais. qui vont avoir plus de sens et plus de valeur et tout, parce qu'en fait, elles résident sur des équipements avec Mmh. lesquels tu commences et cetera. Du coup, À voilà, ceci près que je pensais à ça. Du coup, c'est le moment où je vous explique pourquoi on respecte pas Kano. À ceci près que ne mettez jamais AB3 dans ce deck dans votre équipement puisque ça ne sert à rien. Ne mettez jamais d'Oasis dans votre sideboard puisque ça ne sert à rien. En gros, la théorie, enfin c'est pas juste une théorie, hein, tous les joueurs pro le disent, tout le monde le dit, voilà. Si votre deck n'est pas capable de tuer Kano avant qu'il pitch stack, ça ne Vous avez sert à perdu. rien d'avoir des Oasis AB3 et toutes les bleus du monde parce que vous allez perdre. Ce deck-là n'est Mmh. pas capable de tuer Kano avant qu'il pitch stack. Point. Donc on abandonne. Donc on accepte Abandonner que le navire. à l'heure actuelle, Victor a 2 match-up qu'il ne peut pas gagner et c'est pour ça que je disais qu'il y a des cartes dans le sideboard qui sont pour un match-up, mais qui probablement ont pas leur place, parce que ça ne suffit pas à le rendre, jouable. C'est Slapdash, donc les dash ultra fatigue, qu'on n'a jamais le temps de tuer avant qu'ils aient leur Exodia Pistol et Cadeau. Mmh. Et du coup, si on considère que ces 2 match-up-là sont pas gagnables du tout, il y a potentiellement des cartes dans le sideboard, comme je disais, comme Thunderquake rouge, qui est principalement pour le match-up, dash, pistol, qui a moins de raisons d'être là. Parce que, bah, c'est pas suffisant pour rendre le match-up jouable et donc on a Et plutôt envie d'avoir Arcane Lanterne, Sledge et Tunic par exemple, pour avoir un et meilleur spread, contre pas mal de choses. tu préfères pas Macho Grande rouge à Thunderquake? Alors, j'ai pensé à Macho Grande rouge aussi. Je sais pas, ça tue quand même vachement mieux. Macho Grande, alors attends, je vais prendre, est-ce que je les ai sous la main? Heu, dans les cartes, parce que j'ai quelques cartes sous la main parce que je suis en train de build le deck IRL. Dans les cartes, je les sors comme ça je peux en parler. Sur mon bureau qui est bien au bordel. Mais dans les cartes qui sont, les cartes qui comment dire? Que j'ai potentiellement envie d'explorer à l'heure actuelle, et qui sont actuellement pas dans le deck, mais qui pourraient venir trouver une place. Il y a Macho Grande rouge. Pourquoi Macho Grande rouge? Parce que c'est une 7 pour 10 qui a dominate, et que ça devient une 6 pour 10 dominate avec un Vigor ou avec Tunic. Ce qui, premièrement, est un peu plus que 3 par carte, donc c'est cool. Et surtout qu'il y a Dominate pour venir clore des games. Maintenant, je sais pas à quel point c'est relevant parce qu'on a aucun autre truc avec Dominate. Donc si des decks défensifs, Oui.
Je le vois ce que tu veux dire. voient, ils vont juste garder leur équipement pour ça et mettre toutes leurs mains quand il faut mettre toutes leurs mains sur autre chose et juste nous battre quand même en late. Donc, tu vois? Ouais, ouais, En bien fait, sûr. toujours pareil, c'est une carte qui serait surtout relevant pour genre, Ah, de toute façon, c'est Dromai ma et genre ouais, Slapdash et je suis pas mais sûr que ça fasse justement, gagner le match-up. justement, en fait, Slapdash, tu la tueras jamais avec Macho Grande des Rouges. Kano, tu pourras le mettre en danger avec Macho Grande des Rouges. Mais je réfléchissais surtout à ces match-up hem, heu, que tu peux améliorer, qui ne Mmh. sont pas perdus d'avance, mais qui requièrent quelques cartes, Ouais, ouais. comme Dromai, par exemple. Dromai Big Dragon, tu envoies un Macho Grande des Rouges, frérot, même si tu as du bloc d'équipement, le deck bégaye quand même, hein, donc Oui, non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que ça peut s'entendre. Après, je pense que si tu as une contre des decks qui ont pas d'armes, comme Dromai, quand toi tu en as une qui est très efficiente, envoyer oui, tu peux mettre 10 pas genre dominate fatigue. avec Thunderquake, qui sera toujours 2 cartes parce que tu as pas besoin de Vigor, c'est tout aussi menaçant parce qu'en fait, soit il prend les 10 et ça fait le taf de ton dominate, ou 7, soit tu lui prends 3 cartes et ça accélère de fou ton plan de jeu aussi, tu vois? Bien Donc, sûr. heu, une autre carte, c'est Disable Rouge. Disable Rouge parce que c'est une 5 pour 9 qui a un crush qui est décent. Si ça crush, ça met une carte de l'arsenal sous le deck adverse. Hem, Pourquoi c'est pas dans la liste actuellement? Je l'ai vu dans certaines listes, mais c'est un peu le même problème que Spinal. C'est une Ouais, c'est disrupt les qui ressources, elles est sont bizarres un peu. en Enfin, fait, c'est une genre 5 disrupt qui est c'est un peu le genre chiffre nul. ouais, déjà, il y a les ressources, genre ça curve pas bien et la disrupt est genre encore moins consistante que celle de Spinal. Du coup, je pense que si je me tâte déjà à cut Spinal de la liste, c'est pas pour rentrer Disable à la place. Oui. Hem, Ensuite, il y a, Righteous Cleansing, qui est du coup une 7 pour 10 en jaune, qui, si elle crush, vous pouvez regarder les 5 cartes pardon, du dessus du deck d'un héros. Vous pouvez en bannir une ou plusieurs qui portent le même nom, puis placer le reste sur le deck dans n'importe quel ordre. Pourquoi c'est pertinent? Parce que c'est une 6 pour 10 avec un Vigor, ou avec Tunique. Donc ça rentre un peu dans ce plan de jeu en termes de maths, mieux que Disable ou Spinal. Et parce que, toujours pareil, en fait, un peu comme Myler Grindstone en fin de partie, ça peut aider à bannir des cartes et à accélérer une fatigue contre certains match-ups. Et ça peut aider aussi à stacker. Genre, on peut décider de bannir aucune carte et genre de stacker juste les 5 cartes et d'être sûr de gagner un clash, par exemple. Il y a un monde. Mmh. Du coup, la carte a potentiellement plus d'upside que d'autres cartes. Que d'autres cartes dans la liste, je ne sais pas, mais que d'autres cartes de manière générale. Donc, c'est une carte qui est sur un peu ma watchlist de je me pose la question. Genre, la carte est dans mon esprit quand je pense à Victor et que je monte une liste. Je suis en mode, la carte existe. Et la dernière, alors, la dernière, en plus de cartes génériques, genre des Sigil of Solace ou des Fate Forcing si on veut être plus défensif, ou des cartes dont on a déjà parlé, donc Pummel, et notamment les Clash of Vigor. La dernière carte, c'est Tira Thunder. Tira Thunder qui n'est pas dans la liste de base parce que c'est une bleue qui ne gagne aucun clash, puisque c'est pas une attaque. Mais en même temps, c'est une carte qui est très forte. Euh, donc, t'as envie de la jouer quand même. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on disait de Command and Conquer. C'est une carte qui, si tu n'es pas capable de profiter de la tempo que t'offre la disruption, ou que tu n'es pas capable d'enchaîner des tours de disruption, la valeur numérique de la carte est exécrable. Mmh. Enfin, en vrai, si tu considères que tu enlèves 6 points de value à l'adversaire parce que tu lui fais discard de cartes, elle est pas si exécrable que ça du tout. Mais Mais tu vois, j'ai l'impression la que, valeur numérique de la carte est pas je incroyable. pense que Tyr, n'est bien que dans une version du deck où tu joues Sledge aussi. Parce que du coup avec Sledge, ça fait la, ça fait, 2 cartes pour 7 si tu as la tunique ou un Vigor et là c'est bien. Parce que là ça fait 2 cartes pour 7, Non, Dominate. ça fait 3 cartes. Bah non parce que tu as un Tira Vigor du coup. Thunder, pitcher pour Tira Thunder, pitcher pour Sledge. Ah oui, Et c'est oui ça le 3 problème. 3 3 au lieu de 4. Oui bon Et d'accord. c'est ça le Ouais, problème. ouais. C'est que du coup, tu fais 3 cartes 7, et même si tu considères que tu enlèves 6 points de value à l'adversaire, ça ne fait que
3 cartes 12 Mmh. et 3 cartes 12, bah, en fait, enfin, Ça fait 4 pardon, par 3 carte. cartes 13, pardon, 3 Ouais, cartes 13. 4,3. En fait, tu aurais pu juste bloquer avec 2 cartes de plus et envoyer ton sledge et tu aurais fait 12 Mmh. avec les 3 mêmes Ouais, cartes. ouais, Donc, ouais, tu vois, en fait, c'est un peu le un même peu. raisonnement aussi que Macho Grande qui force des dégâts avec le Dominate et Thunderquake qui juste soit prend des cartes et t'es content parce que le mec t'attaque moins et t'es moins sous la menace et t'accélères un mouvement de fatigue, ou t'as mis des dégâts aussi. Et en fait, le sledge à 6, si le mec prend 6, alors ok, il discard pas de cartes, mais t'as fait la même chose, entre guillemets. Mmh. Et s'il prend pas 6 et qu'il bloque, bah t'es content aussi, en fait, tu vois. Donc, OK. en fait, Tira Thunder, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte de gardien. C'est juste En qu'encore une fait fois, un peu comme Command and en fait, Conquer oui, mais et en comme fait, c'est surtout Spinal que Crush, est-ce que tu as vraiment envie que ce ouais, soit dans ton deck? c'est en fait, c'est pire que les 2 autres parce que comme tu as envie de gagner tes clashs, Tyrasonder ne te les fait pas gagner alors que Spinal, oui. Oui. Genre Spinal te Et plaît pas parce c'est que moins ça se bon. cale pas dans les ressources, mais Tyrasonder, en plus de mal se caler dans les ressources, ne gagne pas les clashs. Oui, oui. Bah, c'est pour ça que Spinal Donc la Crush est dans flemme. la liste de base, Command and Conquer est dans le maybe board et que Tira Thunder est juste mentionné à l'oral. Mmh. Tu vois, Ouais. tu downgrade à chaque fois. Donc voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes avec le héros à réfléchir. Je pense que la base qui est celle qui est abordée par les joueurs et joueuses à l'international qui jouent le héros et dont certains ont perfé ce week-end, parce que j'ai vu une liste passer qui est très proche de ça, qui a fait 17e au BH en faisant 6-2 en record. C'est des listes qui ont l'air d'avoir, en tout cas, entre guillemets, compris de manière générale que le héros est là pour faire des bons maths et générer de la value, avec le pool de gardiens qui est bon pour ça, et le héros power qui est bon pour ça. Et la question maintenant, ça va être genre à quel point tu take correctement ton sideboard, à quel point tu mets beaucoup d'équipements ou pas, euh, et à quel point tu mets beaucoup de cartes qui génèrent des clashs, quitte à du coup des fois en perdre plus dans les match-ups où tu peux pas les gagner parce que tu as plus de mal à les sortir du deck contre du sideboard. Et tu as des petites optimisations de est-ce qu'on joue Spinal ou pas, est-ce Ouais, qu'on joue CNC ou pas, est-ce qu'on joue Pummel ou pas. À quel point tu veux plutôt être sur une partie avec un peu de disrupt, à quel point tu veux plutôt être sur juste on fait des gros chiffres. Et ça va se mettre en place petit à petit. Et je suis même pas sûr qu'il y ait une bonne réponse universelle. Tu vois, genre, une liste qui a moi, il y a 3 il y a CNC, un truc. Pummel et des trucs, ça me choque pas du tout. Et une liste qui a genre plus de trucs qui clashent, ça me choque pas non plus. Enfin, tu vois. Donc Mmh. c'est intéressant. Ouais, moi, il y a un truc quand même, c'est que, c'est un deck qui, l'essence même du deck, c'est de faire des chiffres. C'est tu fais les quelques points qu'il faut par-ci, par-là. En ce sens, ça ressemble beaucoup à Islander et j'ai Mmh. entendu des gens dire que c'en était assez proche. On Parce a que, entendu les mêmes gens. ouais, bah, ouais, ouais, parce que ton objectif, c'est, faire en sorte que toutes tes cartes valent 3,5 au lieu de 3 et du coup, bah, tu oblitères la value adverse parce que tu fais Mmh. juste trop de points. Sauf que c'est une stratégie que je trouve fondamentalement mid-range, qui est très, bloc 2 joue 2, qui était ultra pertinente avec, Islander parce que son joue 2 avait beaucoup d'impact sur, la la fluidité du tour adverse. Là, le joue 2 de Victor, bon, on dort un peu, tu vois? Genre, quasiment aucun impact, beaucoup de match-up où ça n'a juste pas d'impact du tout, quelques Mmh. match-up où l'impact des 2 cartes que tu joues, bon, ça fait quelque chose, mais la majorité du temps, en fait, ça fait rien, c'est juste des chiffres. Et je sais pas à quel point l'état actuel du jeu te permet de, de te tenir à ce plan-là et genre, que ce soit, pertinent sur le long terme. Et j'étaye mon propos avec, des héros comme les ninjas ou Kaio, par exemple, récemment, qui sont capables de proposer une très grande quantité de points à des moments clés de la partie et qui, du coup, annule complètement l'importance ou l'intérêt que tu aurais eu à tirer, quelques points par-ci par-là. Je Mmh. pense à des héros comme les illusionnistes qui, en fait, vont stacker des points en jouant des permanents avec lesquels tu auras du mal à interagir. Bon, pour Prism, c'est pire que Dromai, mais c'est l'idée en gros. Et du coup, je suis en mode, bah, en fait, le deck a l'air trop stylé, tu vois? Parce que, bah, ça fait des points, c'est mid-range, c'est ce que j'adore, machin et tout.
Mais il a aussi l'air d'avoir un peu ce défaut de certains decks, je trouve, heu, qui manquent du petit plus, qui est ce côté un petit peu trop Mmh. faire, genre, ça ne fait que des points finalement. Donc, en fait, si ça fait que des points, est-ce qu'il y a pas un monde où juste, bah, tu encaisses et puis tu déroules plus de points plus vite et en fait ça suffit, tu vois? Mais Ouais, après, la mais réalité aussi, c'est que je ne l'ai pas encore affronté, je ne l'ai pas encore vu jouer et je ne sais pas à quel point les 10 decks qui veulent, genre, faire beaucoup de points d'un coup, sont capables de faire suffisamment de points pour compenser la quantité absurde de points que génère, Victor au fur et à mesure que la partie mmh. progresse, tu vois? Donc, je sais pas, faut voir. Moi, ce sera mon dernier mot sur le sujet d'ailleurs Ouais, non, mais moi, et je vais finir aussi, je vais conclure aussi, je suis globalement d'accord avec toi. Je pense que Victor, à l'heure actuelle, est pas top tier. je trouve qu'il Hem, manque en fait, vas-y, je te laisse finir, après j'ai un truc. je pense que déjà alors Kano, c'est un petit peu à part, mais enfin, même Slapdash, c'est pas un deck qui est forcément super représenté, mais pour moi, déjà, quand tu as 2 match-up qui sont, de mon point de vue, en tout cas, à l'heure actuelle, pas winnable même dans le sideboard, c'est très dur de considérer que tu es Mmh. S tier et un des top decks de la méta. Bah, un peu comme la Prism, Hem, avant la nouvelle arme, en gros. Genre, tu es en mode, bah, il y a des ouais, ouais, match-up, ouais. juste tu ne peux pas les gagner. Donc en fait, juste Parce le que deck ne c'est vaut ça. pas d'autres decks qui ont genre plus de C win rate, c'est ça, parce qu'en fait, plus genre, important. quand tu regardes le power level des cartes, le power level des tours, le power level du hero power et tout, tu es en mode: «Bah, franchement, c'est solide». Genre, c'est vraiment solide, en Mmh. fait. Sur 10 tours que tu joues dans la game, tu en as, 4 où tu fais 12 ou 13 de value, et que tu en as genre 5 ou 6 sur lesquels tu fais entre 15 et 18 de value, avec tes 4 cartes, hein, j'entends, Mmh. bah, c'est strong. Ouais, c'est bien, hein. Mais de la même manière qu'à un moment je critiquais certains decks aggro pour leur manque de power card, là, à part Trounce, tu pas, défensivement parlant, de power card. Heu, Offensivement parlant, tu manques des Crippling Crush et Starstruck que Bravo peut avoir. Donc tu manques aussi potentiellement de power card. Donc en fait, tu as raison dans ce sens où, contrairement à des decks comme Kaio ou comme Fai qui vont faire leurs 12, 13, 14, 15 de value par tour, comme toi, voire même un peu en dessous de toi, donc tu vas les tenir, mais qui, à un moment, setup, font genre 8 de value au lieu de 12 et derrière te font 21. Bah, du coup, ils ont fait Mmh. 29 sur 2 tours, toi, tu es toujours à 24. Bah, ils font ça 3 fois dans la game et en fait, tout l'avantage que tu accumules sur les off-turn, bah, tu le perds sur les on-turn et tu tiens pas forcément la route. Donc je pense que Victor, c'est un bon deck tier 1.5, tier 2, qui a des lignes à explorer, qui a des, tu vois, des chemins que tu peux aller, parcourir pour tester des choses et peut-être trouver des choses. Mmh. Heu, mais qui effectivement a, ce problème qu'ont un peu tous les gardiens d'être fair Mmh. et ce problème qu'ont tous les decks défensifs, qui est que Bah, tu ils sont ne passifs, quoi. Tu en attends. fait, quand oui et puis surtout, encore plus avec les cartes de bloc qui ne sont même pas des défenses réactions, tu ne peux pas ou très difficilement et très rarement aller au-dessus de ta curve de 12 ou 13 de blocs par tour. Alors tu as les Mmh. équipements évidemment, mais hem et c'est ça aussi qui faisait que Hold'em perdait certaines games à l'époque, alors que Hold'em était probablement un deck encore meilleur défensivement que Victor. C'était cet aspect de, bah, des fois, en fait, tu avais juste Chain qui set-upait et qui pitch-stackait des trucs et en fait, tu avais beau bloquer 15 par tour parce que tu avais Crown of Seeds, Rampart, machin, bah, tu prends 2 tours à 35, Et puis tu as pris dommage. 30. En fait Du coup, et puis bah, enfin et puis il genre, lui suffit juste tu de pris gratter 40 le en fait. reste du temps et puis c'est Bah, réglé, non, mais tu quoi. as pris 40. Tu as bloqué Mmh. 15 et 15 et tu as pris Ouais. 40 et tu vois? Maintenant, j'ajouterai un dernier petit astérisque, je ne pense pas que Victor soit un deck défensif. Je pense que c'est un deck qui veut défendre et qui veut générer de la Je value en pense que défendant. c'est Mais je je pense pense que qu'il est un c'est peu comme tu comme disais, plus Kessai. mid-range et que Ouais. c'est vraiment cet aspect de value et en fait, si tu défends bien et que tu laisses pas passer beaucoup de points en défense et que tu mets des 3 pour 6, enfin une carte 6 avec Sledge ou 2 cartes 8 et que le mec en face veut pas bloquer pour maintenir une pression parce que sinon juste tu le fatigues, ou qui veut setup et tout et que tu enchaînes 2-3 tours où tu lui mets 8 gratuitement,
bah, tu vois, il est à 16, faut qu'il commence à Ouais, c'est ça. bloquer et s'il Ouais. bloque, il peut plus forcément faire des gros power turns donc tu vois, il y a aussi ce monde où juste il y a un monde aussi où, bah, tu restes gardien et genre, en fait, quand tu es un gardien et que tu mets une 3 pour 8 ou même une 3 pour 9 avec, prime to fight, enfin, genre, vraiment, dans les 3 premiers tours, tu résous un 30, un prime to fight, le mec, il est en mode: «Bah, attends, je t'ai mis 8 et là, tu m'as mis 15». Mmh. Bah, enfin, tu vois, genre, les HP, ils baissent vite aussi, quand tu veux garder Mmh. tes cartes contre gardien, tu vois? En fait, c'est ce qui me fait j'y réfléchis pendant qu'on parle, tu vois? Et qu'on parle de mid-range et tout. Je crois que, Heavy Hitters, c'est peut-être genre l'édition la plus mid-range qu'on ait eue depuis le début du jeu. Parce que genre, tous les héros qui sortent de Heavy Hitters, j'ai l'impression qu'ils sont tous essentiellement joués mid-range. La Mmh. liste de Kaio qu'a perfait ce week-end, elle s'appelle Kaio mid-range. Mmh. Victor mid-range, Kassai mid-range, Betsy mid-range, Reinhardt mid-range aussi, Olympia, Decimator, enfin genre tu wage mid-range aussi, genre. Alors je trouve ça cool, hein. Moi c'est ma façon préférée de jouer à Flesh and Blood, hein, vraiment. Bloc 2, joue 2, j'adore, hein. C'est trop bien, tu vois. Mmh. Et j'aime bien qu'on s'écarte un peu plus des decks comme Faille ou même Bah, comme comme Braillard Ultime à l'autre l'était. extrême, tu vois? Ou comme Moldim, où en fait, genre, le deck ne fait qu'une chose, c'est soit Mmh. que attaquer, soit que bloquer. Et genre, Mmh. tu ne fais rien d'autre. Là, moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu des deux. Ouais. Et peut-être que la faiblesse. En fait, j'ai un peu l'impression que la faiblesse de Victor, c'est que si ton adversaire ne rentre pas dans ton jeu, qui est de proposer régulièrement des dégâts avec lesquels tu vas interagir en Mmh. bloquant, déclenchant des clashs, machin et tout, il peut juste te laisser des mains entières qui Ouais. ne vont rien faire. Parce que Ouais. vraiment, par contre, Ouais, ouais. une main de 4 cartes avec Victor, ça fait rien. Mmh. Et du Et coup, ton adversaire, il peut juste, genre, bah, lui, il sait ce dont il a besoin pour passer ta défense. ouais. Donc, il fait des petits tours un peu mollassons. Il accumule ses power cards, admet de prendre quelques points de dégâts à des moments clés, into, déchaîne les enfers, passe au-dessus de ta défense et te fait trop de points de dégâts. Mais c'est aussi pour ça que, tu vois, si les decks se mettent à jouer comme ça contre Victor, des défenses réactions que tu peux parquer en arsenal pour augmenter ta value défensive, potentiellement des cartes comme E-Strike, Zelus que tu rentres en main deck, Oui, qui qui augmentent la stabilise ta capacité à jouer des mains de main. 4 cartes, ou même Mhm. Thunderquake, tu vois? Macho Grande, ce genre de trucs. Ainsi que, des cartes comme Pummel. Ouais. Ça peut redevenir des options en mode: «OK, tu me laisses une main de 4 cartes, bah, si tu veux garder la tienne aussi, tu vas prendre 15». Ouais. Enfin 15, j'abuse peut-être un peu, tu vois? Mais tu vois l'idée. Genre tu vas prendre 12 ou 13. Oui, Et en fait, j'ai genre, compris. tu fais 3 fois ça dans la game parce que un power turn, ça suffit probablement pas à tuer, surtout avec tous les équipements que tu as et cetera. 2 peut-être même pas. Et du coup, tu fais ça genre 3 fois dans la game, bah, le mec, il est mort aussi, tu vois? Enfin, Mhm. Ouais, bien sûr, s'il bien veut sûr. garder ses cartes. Donc, comme tu disais, en fait, ça va jouer dans le sideboard aussi où selon Bah, dans la comment réaction, quoi. les selon comment les gens vont aborder la façon de jouer contre Victor, Victor va aborder sa façon de jouer contre la façon qu'on a joué contre lui. Et puis Et ça va c'est toute faire la un force d'un deck ping-pong comme réactif. avec Dromai. C'est Et ça ça. va être comme Dromai où genre, tu joues un truc, du coup les gens jouent un truc, du coup bah tu Mmh. arrêtes de le jouer parce qu'en fait il faut jouer autre chose. Et du coup Ouais. si tu joues autre chose, les gens ils reprennent le premier truc, tu fais bah c'est un aller-retour incessant. Et c'est pour ça que des cartes comme, E-Strike, moi j'aime beaucoup parce que c'est des cartes qui que ça te dérange probablement pas d'avoir dans le main deck parce que ça clash de manière décente, Ça que bloque ça bloque 3. 3 et que ça aide à optimiser des mains. Donc c'est une carte qui genre Mmh. surtout si tu acceptes de réduire un peu ton compte de bleu par exemple, c'est une carte qui rentre très bien en main board parce qu'elle est tellement flexible qu'elle te permet de libérer des slots de side pour autre chose et dès le main board d'être prêt à certaines situations, tu vois? Et du coup, Bien j'aime sûr, beaucoup. je suis d'accord. De toute façon, il strike, meilleure carte. Voilà. Ah c'est honnêtement, plus que Command& Conquer, moi je pense qu'actuellement c'est une des meilleures cartes du jeu, ouais, Oui. je pense. Parce que c'est Mais mid-range. Voilà. voilà, très bon mot de Conclusion, fin. on est parti pour une méta E-Strike, mid-range. très bonne carte Enfin, mid-range, excellente carte. allez, Abonnez-vous et si c'est pas fait, achetez vos E-Strike si vous voulez jouer compétitivement au jeu parce que c'est une c'est carte qui, vrai. genre va jamais partir, je pense. Je enfin, la carte, elle aura toujours une relevance quelque part. Sauf si elle est power creep. Mais si un jour il strike et power creep, au secours.
Bah, c'est comme si Power Creep, Wildfire, tu vois? C'est genre, on aura d'autres problèmes que le fait que vos easter eggs sont plus jouables, que vous avez acheté 15 €, tu vois? Je vraiment, Ouais, je te jure que t'achètes ton playset, je pense que c'est même pas 50 balles en ce moment, c'est genre 40 balles le playset, tu vois? T'achètes ton playset 40 balles, t'auras un autre problème si tu peux plus le jouer parce qu'il y a une carte meilleure que ça, tu mmh. vois? Vraiment. Sur Puis s'il y a une ce, carte meilleure que ça, tu joues les 2. c'est vrai ça. Sur ces Plein de mauvaises clin d'œil. augures, heu heu, merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette, agréable présentation, Croissant. Tu sais, moi, je l'ai écouté, je posais des questions. J'ai un peu Ouais, mais combattu c'est mon trop cool, en sommeil, fait. mais bah, c'est bien, hein. Genre, moi, j'aime trop les formats comme ça parce que ça m'oblige à trouver des justifications pour certains trucs auxquels enfin, qui étaient C'est vrai, potentiellement automatiques au départ et c'est trop cool. Moi, j'aime trop. c'est vrai. Dites-nous d'ailleurs si vous aimez bien ce format parce qu'on peut essayer d'en faire plus et il y a un monde aussi où moi, je me chauffe s'il y a des gens dispo et j'en fais même hors, épisode de podcast, à des moments où j'ai le temps si ça plaît. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes restés jusque-là dans cet épisode, Mmh. si, c'est le genre de format que vous aimez bien. Parce que, moi, c'est un format que j'adore faire. Donc si ça plaît, pourquoi pas en faire plus? Mmh. Et sur ce, à la semaine prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, tout ça et voilà.